J'ai développé une entreprise qui faisait 123, 124 millions de chiffre d'affaires à l'âge de 30 ans. Je voulais développer ça et créer la première chaîne de kebab française qui serait développée à l'échelle internationale. J'étais un acharné, c'était mon bébé Nabab. Il fallait que je développe, coûte que coûte. On a forcé le destin pour réussir, tu vois. Le destin, il te dit non, on t'a tout bloqué, nous on l'a forcé. J'ai monté un groupe qui est estimé aujourd'hui à 600 millions. Moi, mon but, c'est d'avoir un groupe qui fasse 1 milliard. Et je me laisse encore 3 ans, tu vois. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur B9 TV pour un nouvel épisode de One to One Business, l'émission où les parcours inspirent et où les expériences transforment. Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois explorer le monde de l'entrepreneuriat et cette fois-ci, ça sera le monde de la restauration, de la franchise, avec un invité exceptionnel qui a vraiment un parcours incroyable, qui est Hakim Ben Othman, le plus jeune franchiseur de France et d'Europe, on peut le dire. Bonjour Hakim, merci d'être là. Bonjour à toi, merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir que je t'accueille ici sur B9 et pour vraiment parler ensemble de ton parcours. On peut dire le parcours d'entrepreneur classique, des hauts, des bas, beaucoup de difficultés, mais beaucoup de résilience aussi et beaucoup de courage. Et on va le décortiquer aujourd'hui, on va vraiment aller en profondeur, on va parler aussi de ton enfance, comme tu le sais, et on va essayer d'aller aussi de discuter un peu des différents projets que tu es en train de monter aussi aujourd'hui. Hakim, je te propose de te présenter rapidement. Je t'en prie. Donc, Hakim Ben Othman, j'ai 41 ans. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Donc, j'ai grandi dans la ville de Lille. Je suis un ch'ti, je suis né à Lille. Et donc, ensuite, j'ai rejoint la ville de Tours. Donc, j'ai démarré mon activité professionnelle, mon premier business en lançant la marque Nabab, que pas mal de gens de ma génération connaissent, peut-être moins les plus jeunes. Nabab avec le premier site à Tours. J'ai développé une entreprise qui faisait 123, 124 millions de chiffre d'affaires à l'âge de 30 ans. Une entreprise que j'ai eue et dirigée de 2003 à 2014 avant de revendre. Et ensuite, je suis parti vers d'autres horizons à travers le monde et d'autres investissements. Je me suis diversifié dans l'immobilier, dans la tech, dans plein de domaines différents, avec aujourd'hui 80% de nos activités à l'étranger. Hein. Donc pas mal d'hôtellerie, pas mal d'immobilier, etc. Parfait. Ben, écoute, on va évoquer tout ça. Voilà. Et dans notre format, on aime bien, comme je te disais en préambule, évoquer le parcours personnel. Parce que on trouve que, enfin moi je trouve personnellement que ça forge l'entrepreneur aussi. Ça forge la personnalité, ça forge beaucoup de choses. Est-ce que parce que bon, toi tu es né donc en France, à Lille, mais tu as vécu aussi à travers le monde un petit peu. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors moi je suis né à Lille. Ensuite, on commence à démarrer. J'ai vécu aussi. Mon père est d'origine algérienne. J'ai vécu un peu en Algérie. Pourquoi? Alors, mon père, si tu veux, était étudiant. Il est venu en France étudier. Il était étudiant en Belgique, à l'Université catholique de Louvain. D'accord? Et quand j'avais 11 ans, donc lui, il était prof de mathématiques. On est rentré en Algérie pour des vacances un été. Et c'était l'époque, on va dire, du terrorisme en Algérie. De la décennie noire. Oui. Exactement, la décennie noire. Et mon père donc, a été pris pour faire l'armée. Et comme c'est quelqu'un qui avait pas mal étudié, il était colonel à l'armée. D'accord? Donc, je me suis retrouvé très jeune avec ma mère dans une petite ville à Sidi Bel Abbès en Algérie où j'ai repris mes études là-bas, mais dans une école arabe. Algérienne, algérienne. C'était pas une école française. Voilà, alors que je parlais que français. Et donc, ça a duré 4 ans, entre mes 10 ans et mes 14 ans. Et on est revenu en France, donc quand j'avais 14 ans, donc j'avais perdu un peu le cursus scolaire. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à me réadapter. Et là, en fait, mes parents ont choisi de changer de ville. On n'est plus retourné à Lille, mais on s'est arrêté en Touraine. Voilà, en fait, mon père remontait la route et il hésitait entre Montpellier. Continuer tout droit. Voilà, il allait à Lille. Après, il s'est arrêté dans cette petite ville. Elle lui a plu et il s'est installé là, quoi. Donc, c'est là que j'ai repris mes études. Bien, ouais, donc du coup, t'en as quand même gardé des bons souvenirs de l'Algérie, de ce retour comme ça un petit peu oui. inattendu, parti pour un petit mois de vacances et finalement tu es resté. J'étais jeune, moi j'ai très mauvaise mémoire en plus, donc je me rappelle pas forcément, mais oui, bon, après...
tant On que te l'a tu es en expliqué, famille. tes parents t'en parlaient, ils ont essayé d'avoir un peu avec toi un échange sur ça, du Oh, pourquoi, du comment. bah, ça m'a juste fait perdre une classe quand je suis revenu en France parce que, si tu veux, j'avais des lacunes qu'il fallait que je rattrape, hein. Donc ça m'a fait perdre un peu de temps dans mon cursus scolaire. Mais de toute façon, comme mon cursus scolaire n'était pas forcément exceptionnel, ça Oui, change rien. Ça change rien. bah, après, est-ce qu'il n'était pas exceptionnel peut-être parce que le format qu'on te proposait à ce moment-là n'était pas forcément adapté à ton mindset, à ta façon de voir les choses. Parce que Ouais, on peut ne pas être très scolaire et très très bon et très intelligent et ah oui, non, mais ça n'a rien à voir, hein. L'intelligence, je pense, business et l'intelligence de la vie et la culture et les études sont des choses complètement différentes. Moi, j'ai des amis qui ont des doctorats, mais dans l'intelligence de la vie, ils ne connaissent pas grand-chose. Donc, et c'est pour ça que tu as plein de grands patrons d'ailleurs qui ont monté des super boîtes et qui n'ont pas de niveau d'études, hein. Il y a de tout. Et il y c'est en vrai. a aussi qui ont étudié et qui ont bien sûr l'expérience de la vie. Mais j'ai toujours pensé que l'école te mettait dans un cadre, hein. C'est comme un CDI, un emploi, ça te met dans un cadre moi, me convenait pas. Ça peut convenir à certaines personnes, moi, ça m'a jamais convenu. Ok. Le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as un peu baigné dedans ou c'est juste une fibre que tu avais au fond de toi? Parce que Alors, parfois on devient entrepreneur parce que ses parents sont entrepreneurs et que derrière, voilà, on le devient, on reprend la boîte familiale et puis voilà. Mais il y en a d'autres où personne n'est entrepreneur et finalement. alors, moi, deux choses. Alors, mon père a toujours été prof de mathématiques et à côté, il a toujours été commerçant. D'accord? Il a toujours cumulé deux emplois. Après, quand j'étais petit aussi, j'ai mon oncle, il y avait des épiceries. J'avais 2 3 ans quand j'étais en Oui, France. On me mettait, je dormais, sa femme qui tenait la caisse, elle me faisait dormir à côté de la caisse. Voilà. C'est ce que mes parents m'ont raconté. Donc, elle, me, elle me faisait dormir à côté. Et donc, bon, il y a toujours eu un peu de commerce, quoi, des épiceries, voilà. ouais. Donc ouais, tu as quand même un peu baigné dedans, quoi. C'était. J'ai baigné dedans. Mon grand-père était commerçant. Voilà, voilà. Ok, J'ai deux grands-pères, tu vois, un qui était commerçant, l'autre qui était pilote de ligne. Et ça a toujours été les deux métiers qui m'ont passionné. d'accord. Et tes parents, donc ton père, il était donc doctorant, enfin Ouais, docteur en mathématiques. exactement. Et ta maman, elle faisait quoi? Elle était interprète une partie de sa vie, français-anglais, et l'autre partie, maman au foyer, mère au foyer. D'accord, On était 4 enfants, donc elle s'occupait de ses enfants. d'accord. Donc plutôt dans un milieu où, on va dire, où les parents, ils étaient quand même assez intellectuels. T'étais pas t'étais pas né dans un milieu où parfois, tu sais, on peut naître où les parents sont pas forcément. Non, j'ai eu cette richesse. Mon père est un grand intellectuel, clairement, hein. Donc lui, sa richesse à lui, c'est pas forcément la liquidité, c'est les connaissances et l'apprentissage. D'accord? Donc, dans mes frères et sœurs, je suis celui qui a le moins étudié. D'accord? Ils ont tous eu des bacs S avec mention et autres, mais j'ai toujours été intéressé par la branche entrepreneuriale. D'accord? Mais c'est vrai que voilà, on n'était pas des gens défavorisés, on n'était pas des gens aisés, une famille normale, Moyenne. une famille moyenne. Un prof de mathématiques, ça gagne combien? De 2000, Oui. 2500 euros par mois. Mère au foyer. On a grandi avec, comme toute famille, comme beaucoup de familles issues d'immigration, avec les allocations familiales aussi. Hmm. Voilà, c'est la Parce que t'as combien de réalité. frères et sœurs, toi? On est quatre. D'accord. Voilà. Et donc voilà, une famille normale. Ton père ou tes parents, ils t'ont pas dit à ce moment-là, ils t'ont pas fait la réflexion, quoi, du pourquoi, ou ils t'ont pas forcé à faire des études, Non, ou... Non? non, non. J'ai pas. Non, mon père, il m'a jamais forcé à faire des études. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la vie qui forme. Mais non, non, j'ai jamais été formé. Ça m'a jamais intéressé. Moi, je dormais à l'école parce que à l'âge de 15 ans, 16 ans à l'école, je dormais parce que je travaillais le soir. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Donc je travaillais, Tu j'étais faisais quoi? fatigué. Alors au début, je faisais des ménages. Après, dans ma petite ville qui était Tours, tu sais, j'étais un fan de scooter. Donc j'allais nettoyer les carreaux des commerçants qui me donnaient la pièce, quoi. Ouais. J'allais nettoyer, tu sais, les magasins, là, les vitrines. Et après, j'allais dans les kebabs à l'âge de 16 ans et je montais les broches kebab. Tu sais, à l'époque, ça se faisait manuellement, il n'y avait Oui. pas les Oui. usines. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Je C'est montais comme les ça que broches tu t'es intéressé et au je me kebab. suis intéressé à ce domaine-là. Voilà. Ok. Dans ton parcours, donc là, on va rentrer un peu plus dans la partie
business et professionnel, puisque c'est vrai que j'ai remarqué, enfin, quand j'ai lu un petit peu ton parcours, j'ai essayé de découvrir, tu as commencé à réfléchir à ton projet entrepreneurial sur les bancs de l'école, c'est-à-dire pendant qu'il y avait les cours, toi, tu étais en train de penser à comment monter ton business. Exactement. Moi, je suis de nature très curieuse. Et si tu veux, j'ai été intéressé par la franchise très jeune. D'accord? Donc, je me renseignais. Je me suis dit rapidement, si tu veux, le kebab, il y avait dans la ville, quand je travaillais, je montais les broches, etc. Ça m'intéressait. Je voyais qu'il y avait un argent fou à gagner, clairement. À l'époque, c'était les années 2000, hein, Ouais. 99-2000. Ça fonctionnait très fort. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage que ça ne soit pas dupliqué. Il faut quelque chose de propre. Je voyais que c'était sale. La plupart des kebabs où je travaillais, c'était, faut le dire, c'était Oui. dégueulasse. Et donc, je voulais développer ça et créer la première chaîne de kebab française qui serait développée à l'échelle internationale. Mon rêve de gosse, c'était ça. Mais c'est incroyable. Mais comment à 14-15 ans on peut avoir Non, mais ce moi, genre de rêve? j'étais quelqu'un très très mûr, très jeune. Limite, comme je dis souvent, je pense que j'étais plus mûr à 14 ans qu'à 40 ans. Tu vois. C'est très mûr. Moi, à 14 ans, je partais en vacances tout seul. Tu vois. Incroyable. Ouais, ouais, je prenais l'avion, j'allais au bout du monde, j'avais ouais, 14-15 ans. Tu vois, j'étais très très mûr, très jeune. C'est fou. Et donc après, à l'école, donc je travaillais, ça m'intéressait pas, je travaillais sur mes dossiers de franchise, j'étais hyper intéressé par la franchise. Et le soir, je travaillais dans les kebabs. Et c'est comme ça que j'ai monté mes manuels des normes, etc., dans le domaine de la franchise. Voilà. Mais déjà à ce moment-là, mais comment l'idée de franchise, est-ce que tu en as entendu parler à un moment donné? Je me dis à 14 ans, est-ce que c'est parce que tu as eu un magazine business ou quelque chose qui t'a fait tilt dans ta tête ou... Je regardais McDo, je regardais les magazines, je disais, en fait, j'étais très mûr, donc j'étais pas intéressé par les mêmes choses que mes amis d'enfance. Ouais, Eux, ce qu'ils voulaient, c'est jouer au foot. C'était pas des choses qui m'intéressaient. Tout de suite, je voulais monter mes business, trouver une solution pour être libre financièrement très vite et pour pouvoir à la base voyager. Moi, je suis un grand fan de voyage, tu vois. Et donc, à la base, c'était pour gagner de l'argent, pour voyager et pour monter ce groupe, quoi. tu as monté ton premier restaurant, est-ce que tu peux nous raconter Comment ça s'est fait? J'ai commencé, alors j'ai travaillé à l'usine au départ, j'avais 18 ans. Je travaille un mois. J'ai vu que c'est pas fait pour moi. Travailler pour les gens, travailler voilà, sans ambition, sans entreprendre. Moi, j'ai besoin d'entreprendre et Parce de que tu avais créer. arrêté l'école pour Ouais. commencer à travailler. En fait, si tu veux, j'ai fait un BTS force de vente en alternance. Voilà, je fais ça. Je travaillais dans une supérette. Et tu vois, quand je travaille, je suis très impliqué. Et là, je me rappelle, mon patron de formation, il s'appelait Jean, monsieur très gentil. Et je bossais tellement bien, j'ai 18 ans, j'ai 17 et demi, 18. Il me dit, Hakim, je te laisse mes 3 épiceries, je te donne des parts dedans, si tu veux, mais tu me les gères. Tellement il était content de mon travail, j'avais augmenté le chiffre d'affaires. Tu sais. Moi, là-bas, je suis très commerçant. Ouais. J'aime beaucoup le commerce. Et après, donc, je dis non, ça m'intéresse pas et tout, je veux voir autre chose. Ensuite, donc, je travaille à l'usine un mois, je pliais des cartons. J'arrête au bout d'un mois, ça ne me plaisait pas. Ensuite, j'étais vendeur dans la menuiserie PVC. Je vendais des fenêtres, d'accord, pour les marques Huis Clos et AB Fenêtre. Ok. Ça a duré 4-5 mois. Et là, j'ai quoi? J'ai 18 ans et demi. Je me dis, c'est pas fait pour moi. J'ai besoin de créer mon business. Et là, donc, je reviens dans le kebab. Je me dis, il y a un truc à faire. Et je vais voir, c'était dans la place principale de ma ville, qui est Tours. Je vais voir un commerçant qui avait une boutique qui s'appelait Crocopin. Il vendait des pains au chocolat, tout ça. Et j'ai discuté avec lui, il perdait de l'argent. Et en fait, je me dis, mais pourquoi vous restez ici? Il me dit, je perds 4 000 € par mois. Il me dit, parce que c'est une occupation. C'était un ancien militaire à la D'accord. retraite. Et donc, je discute de fil en aiguille. Il me dit, écoutez, j'ai 10 000 € de loyer en retard, ou même moins, je crois à l'époque, c'était 5 000 à 6 000 €, Ouais. l'équivalent de 5 000 à 6 000. Et il me dit, écoutez, vous payez le loyer en retard et je vous donne le magasin. Donc, je récupère le magasin comme ça. À l'époque, tu n'avais pas les écrans dynamiques, tout Bah ça. non, Donc, bah en non. fait, c'était kebab écrit à la main. C'était à limite, je ne sais pas si c'était en francs ou en euros. Je vais voir un type qui vend des machines à kebab, des friteuses. Je ramène les machines. Je dis, écoute, tu me laisses un mois pour te payer. Au bout de 3 jours, je l'ai payé, je l'ai remboursé. D'accord? Dès que j'ai ouvert, le chiffre d'affaires par rapport à Crocopin, je crois qu'il a été multiplié par 10. C'est incroyable. Et là, c'était en avril 2003. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et j'avais donc 19 ans. Incroyable. Ouais, quoi. Mais c'est cool. Et donc, c'était ton premier resto. Et j'ai vu que tu avais gardé un peu les mêmes couleurs, etc., que Crocopin, Crocopin, c'est la même justement. chose. Logo ovale. Juste pour optimiser un petit peu. Mais
Quand tu as ouvert, tu as tout de suite marketé le projet ou vraiment ça s'est fait parce que les gens voyaient que c'était un kebab, donc ils rentraient En fait, à l'époque, à Tours, dans cette ville où j'ai grandi, tous les kebabs étaient situés dans le vieux Tours. C'était le vieux quartier de la ville. Pourquoi? Parce que le kebab, à l'époque, c'était plus un sandwich de nuit. Les types, ils sont au bar, ils ont un peu bu et ils veulent aller manger un kebab parce que voilà, c'est calorique, ils ont besoin de ça. Bref. Nous, la stratégie, c'était de dire on ouvre en ville. Je veux que le kebab soit comme McDo. Je veux que ça devienne un produit de jour et s'adresser à une clientèle différente. Donc en fait, le but, c'était de faire un kebab un peu européen qui s'adresse à tout le monde. Et j'ai réussi mon pari parce que j'avais autant des jeunes qui venaient manger que des femmes européennes de 70, 75 ans, Ouais. la même clientèle que je voyais chez Paul ou chez Brioche Dorée. Hmm. Ils adoraient le kebab et donc on a donné une belle image au kebab à cette époque-là, tu vois, Mais tout de suite, tu avais fait ça? tout de suite. Et comment tu as procédé pour communiquer? C'était vraiment du bouche à oreille parce que tu avais un petit réseau de personnes que tu connaissais, ou c'est Oui, vraiment, enfin, parce oui. qu'à ce moment-là, c'était, C'est flyers. J'avais des ouais, flyers. Je me rappelle, tu sais que j'ai encore des flyers qui ont 22 ans. des collecteurs. Des collecteurs, ouais. Et donc, et je redistribuais une partie du bénéfice, tu vois, à des fondations. En fait, dès le début, c'était une démarche sympa. Je veux dire, on donne à ceux qui ont faim pour offrir à ceux qui ont faim. J'ai encore les flyers. Ma mère a C'est retrouvé les incroyable. flyers. C'était un truc de dingue. Donc, je voulais être dans le partage dès le début et faire connaître ce kebab à tout le monde, à tous les Français, hein, qui avaient une mauvaise opinion du kebab à l'époque. Hein, je te Oui. parle de ça, c'est les années 2000. Et donc, il y avait le logo Crocopin qui est devenu Nabab. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Pourquoi Nabab d'ailleurs? Alors, parce que il y a deux choses. Il y a un ami à moi, mon ami d'enfance qui s'appelle Jérémy, qui, quand je lui ai dit je vais créer mon business, j'avais 18 ans, il m'a dit t'es un nabab. Tiens, je me dis c'est bizarre ce nom-là, c'est sympa, ça ressemble à kebab. Et après, comme je faisais le nan, on était les premiers à faire le Ah, nan, il y avait le na de nan et le bab de kebab. d'accord. Et c'est pour Ok. ça que ce nom, j'ai adoré ce nom dès le départ et il était approprié à la chaîne, quoi. Ok. Bon, moi, je me rappelais quand tu avais lancé ce projet un peu plus en mode franchise et tout ça, où on commençait justement, nous, au lycée, à entendre parler du McDo kebab qui se Exactement. lançait, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce que moi, j'étais aussi très tôt intéressé par l'entrepreneuriat et on a le même parcours, parce que moi aussi, j'ai fait de la vente, et ensuite de la négociation, et ensuite, bon, après, j'ai continué en marketing et tout ça. Mais L'entonnoir de vente, là. ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, Question. très tôt, je me suis orienté vers là. Et pareil, vu que je venais d'arriver d'Algérie, forcément, j'avais beaucoup de lacunes aussi pour réadapter un peu tout le mindset au système français, etc. Donc, forcément, voilà. Donc, j'étais parti très vite orienté vers le business. Et justement, j'étais assez très intéressé. Je me suis dit, franchement, c'est top parce que du coup, c'est une idée de folie, quoi. Nous, je me rappelais quand on sortait du lycée, on mangeait à côté. Chez le kebab, c'était notre quotidien, quoi, en fait. Bien sûr, Quand ouais. on avait un peu d'argent, je me rappelais, ça coûtait 5 euros, 5,50 Exactement. €. Ouais, ouais, c'est ça. C'était il y a Pas longtemps. cher, bon et C'est consistant. c'est ça, et on mangeait ça, c'était notre kiff, quoi. Et donc le fait de créer donc, le McDo du kebab, je me rappelais que ça m'avait assez marqué. On était précurseurs, visionnaires sur ce marché. Je savais que ça allait se développer, qu'il allait y avoir un gros marché parce que les gens qui mangent ce type de nourriture grandissaient. Et donc voilà, le but c'était d'en faire une chaîne mondiale et c'était la bonne époque pour. Il y a 2000, c'était très bien. À 18-20 ans, c'était ça, hein. C'était à ce moment-là que tu avais, enfin plutôt 20 ans, du coup tu t'es dit, ok, je vais lancer le projet Exactement, en mode franchise. en mode franchise. Voilà, j'ai fait mon premier salon, j'ai encore les photos, j'avais 21 ans. Ouais. Premier salon de la franchise à Versailles. Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Tu n'avais que des grands monsieur, c'était des Français, des monsieur Paul, monsieur Jean, monsieur Le Duf. Tu vois, Oui, j'étais le petit ovni, quoi, moi, dans le truc. J'étais pas à l'aise d'ailleurs, tu vois. Là, aujourd'hui, tu vas au salon de la franchise, bon, je pense que 50% des chaînes, c'est des chaînes halal, etc., tenues par des gens de la communauté. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, j'ai ouvert après plusieurs magasins en filiale, en propre, hein, qui m'appartenaient. J'en ai ouvert petit à petit une cinquantaine. Et à côté de ça, on a ouvert à peu près 80 franchisés.
Donc on déployait, on ouvrait les deux. On avait une Donc, partie tu avais filiale. d'abord ouvert 50 restos qui Non, je les ouvrais en t'appartenaient. même temps. En même temps. C'est-à-dire, j'ouvrais des franchises et des restaurants propres en même temps. D'accord. Voilà. Et c'était quoi la part perso On et... avait 30% du parc en perso. D'accord. Ok. Voilà. Et à ce moment-là, tu t'es pas dit que, enfin, cette idée de faire une franchise, tu t'es donc renseigné très tôt sur ce système, donc tu savais déjà un peu Exactement. comment tu allais procéder, c'était clair dans ta tête, Je quoi. connaissais par cœur la franchise, j'avais 17 ans. Je connaissais le modèle par cœur. Et après, j'ai commencé à faire l'acquisition des murs commerciaux. On a acheté une centaine de murs commerciaux à travers la France, hein, et ça a démarré les acquisitions dans les années 2003, tu vois. Et à l'époque, les murs valaient pas cher. Et c'est comme ça qu'on a fait un portefeuille immobilier. Et tout ça, c'est qu'avec les bénéfices de tes restaurants. Non, j'ai toujours travaillé, moi je ne le cache pas, avec la dette bancaire. Ok. J'ai toujours travaillé avec les banques. C'est-à-dire? Tout était financé. Ok. Au, Tu dé- avais au un début, banquier qui te suivait ou plusieurs banques qui te suivaient. voilà. Au début, le premier, donc je l'ai pris gratuitement. J'ai ouvert un deuxième qui m'a presque rien coûté. Et après c'était de la dette bancaire, hein, du financement, et pour acheter les murs, pour acheter les magasins, etc. Ok. J'ai toujours Et travaillé avec les financements. Et d'ailleurs, les banques françaises, contrairement à ce que les gens disent, je trouve que les banques françaises financent très bien. ouais. Ouais, c'est mon point de vue, hein. Et elle te suivait malgré ton jeune âge. Tu Ouais, t'es, ouais. te regardais pas en mode non mais attends. Non, non, j'ai jamais eu de problème lié à l'âge. J'ai jamais eu de problème lié à l'âge pour ça. D'accord. Et t'as jamais eu des réflexions de banquier ou bien ils regardaient vraiment clairement les chiffres que tu faisais, ils se basaient Ils sur ça? regardaient les bilans. Un Ouais. banquier il regarde les bilans, il voit que ça fonctionne. En plus, à l'époque, on demandait un restaurant, ça valait pas comme aujourd'hui 300 à 400 000 pour le faire. Tu faisais Hmm. un très beau restaurant pour 60 000 euros, Ouais, 50 donc 000. c'était. C'est pas cher Ça par va. rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Ok. Et donc, ils te finançaient, et après, de fil en aiguille, tu développes. On générait aussi de l'argent en partie franchise, qui nous permettait de constituer les apports, plus le bénéfice de nos restaurants. Tout ça constituait les apports pour développer l'entreprise. Parce que le système franchise, est-ce que tu peux nous l'expliquer rapidement le cheminement, on va dire, global, sans rentrer vraiment dans le détail du détail, mais. La franchise, tu as donc un opérateur externe qui prend ta marque, qui te paye un droit d'entrée, qui est compris entre 20 et 30, 40 000 euros, ça dépend des franchises, et ensuite il te reverse un pourcentage de son chiffre d'affaires. Ça peut être 5%, 6%, etc. Une partie dédiée à la publicité que tu dois réinvestir dans la communication, et une partie qui rentre en royalty, Ok. tout simplement. Ok. Donc je reste propriétaire de mon restaurant, Oui. mais je dois te payer donc le nom de marque. Exactement. Et je dois forcément me fournir chez toi Exactement. pour un certain nombre de produits, etc. Exactement. Ok. Et pourquoi faire ce choix pour quelqu'un qui veut ouvrir un resto, par exemple? Pourquoi il ne se dit pas, je vais ouvrir mon propre nom, ma propre Mais marque? parce que tout le monde, tu as des entrepreneurs qui ne sont pas des créatifs. Tu as des gens qui ne savent pas créer, qui savent... moi, je dis souvent, un franchisé, c'est quelqu'un qui est entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est entre les deux. C'est-à-dire, la franchise, c'est quoi? C'est entreprendre guidé. En réalité, c'est entreprendre guidé. Quand tu es entrepreneur et que tu es à ton compte et tu fais ton propre business, tu dois te guider toi-même. Là, tu as un peu un franchiseur qui te donne les grandes lignes, quoi. Ouais, il te donne un peu ce qui fonctionne déjà. Tu Voilà, as juste voilà. à dupliquer, à répliquer le truc. Entreprendre guidé, bénéficier de la notoriété d'une marque et du savoir-faire d'une marque, d'un modèle économique rentable et viable, en contrepartie d'une redevance. C'est ça. Ok. Très bien. Et donc, tu as atteint combien de restaurants en tout 130. 130 restaurants autour, dans toute la France? France, Dubaï, on était les premiers à aller à Dubaï, hein. Dubaï, j'ai ouvert, je crois, en 2005. Ouais. À l'époque, c'est pas Dubaï, il n'y avait personne à Dubaï, avec des Anglais, des expats qui construisaient Dubaï, hein. J'ai ouvert Miami, je crois, en 2008. Mais j'ai ouvert Mexico. Moi, si tu veux, j'ai ouvert beaucoup à l'international parce que j'étais un grand voyageur. Bah oui, c'est ce Donc, que tu me disais, tu voyageais beaucoup. j'avais mon ordi, j'allais en vacances, je trouvais un porteur de projet limite dans l'hôtel. À Mexico, c'était le patron de l'hôtel où je Ouais. dormais qui a ouvert le Nabab. Donc, voilà, là où j'allais, j'ouvrais, quoi. Et pareil, tu fonctionnais pareil avec des royalties, etc., même avec Pareil, ouais, eux? Ok. même système. Même système. Après, on réorganisait un peu la logistique pour leur envoyer la marchandise parce que tout partait de Ah oui, France. parce La que pour viande, envoyer le pain, jusqu'à- etc.
Attends, tu envoyais la viande et le Ouais. pain et tout ça de France Ouais, ça partait par conteneur. pour aller jusqu'à Dubaï ou à Ouais, ça Mexique? va partout. Tu faisais pas produire sur place? Non, ça va partout. Ça partait de l'usine. L'usine, elle était en Allemagne. Alors, ça partait d'Allemagne. Ça partait de Saarbrücken en Allemagne. Ok, Tu as les camions qui livrent, je crois, au port du Havre. Et du Havre, ça part, hein, dans ok, des conteneurs 20 pieds, 40 pieds, des conteneurs surgelés. Et ça gravite le monde, hein. ok. Et ce monde-là de la franchise, de devoir gérer non pas un restaurant, mais plusieurs qu'il faut derrière alimenter régulièrement, etc. Tu, 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 tu l'as standardisé à un moment donné pour avoir quelque chose qui se fait automatiquement ou tu t'es quand même beaucoup renseigné, beaucoup étudié le sujet pour vraiment... J'ai appris petit à petit. C'est pas pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu me dis monte une franchise. En 6 mois, un an, je te monte une franchise et je peux aller t'ouvrir 50 restos. Parce qu'aujourd'hui, le métier, je le connais par cœur. Mais à l'époque, c'était du cas par cas. On a appris. Et cet apprentissage, il a duré 10 ans. Hmm, Puisqu'on apprend en permanence dans la vie. C'est pas pareil. Aujourd'hui, je suis passé par toutes ces étapes. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Mais on a appris. On a appris à facturer des franchisés. On a mis des outils digitaux en place pour faire des facturations automatiques avec le taux de redevance, puisqu'on était passionné d'intelligence artificielle, enfin de digital. On a appris la logistique, on a appris la comptabilité, on a appris l'architecture pour pouvoir faire l'architecture. Tu sais. Ce qui est passionnant dans le métier de franchiseur, et je trouve que c'est un des seuls métiers aussi complet. tu touches à tout, tu es obligé de Bah, toucher à tout. tu es en relation avec le comptable, avec les avocats, avec les architectes, tu es dans la création, les menus, le marketing, la communication. Je pense que c'est un des métiers au monde les plus complets. Franchiseur. Ouais, Tu fais tous les métiers. t'es obligé. Ouais, tu es restaurateur, tu fais tous les métiers. Développeur, animateur, voilà. Et à l'époque, donc comment ça se passe? On déploie, on développe. J'avais ma petite voiture, je dormais dans la voiture hein, quand j'ai démarré, moi. Et donc avec mon salarié. Et en fait, on gravitait la France, on allait autour de la France et on ouvrait un peu de partout. On faisait 200 000 kilomètres par an, hein. Incroyable. Mais ouais, mais parce que j'avais pas le savoir-faire que j'ai aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, Tu voulais pas déléguer à ce moment-là un, je voulais pas déléguer. Deux, je me déplaçais beaucoup. Aujourd'hui, je peux t'ouvrir. Quand j'ai développé la Chine, parce que j'ai développé une autre marque en Chine, sans bouger de mon bureau, j'ai ouvert 150 magasins, sans bouger. C'est incroyable. Mais à l'époque, quand j'ai développé Nabab, je prenais ma voiture, j'allais voir le franchisé à Bordeaux, à Grenoble, je dormais sur la route, j'étais KO, tu vois, et après j'ouvrais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une grande capacité de travail. Moi, tu sais, je dormais 4 heures par nuit, Oui, ça te suffisait. ouais, je travaillais tout le temps. Puis tu étais passionné donc, par le sujet, donc forcément, tu T'es sentais pas la passionné, fatigue. exactement. Quand tu es passionné, c'est un peu ton bébé, tu sens pas la fatigue, et donc voilà, on faisait. Parce qu'aujourd'hui, pour ouvrir 150 restaurants en Chine, tu as fait comment? 6 mois? J'ai mis un an et demi. Un an et demi? Ça va très vite, ouais. En fait, du bureau, j'avais mis des personnes qui allaient chercher des franchisés, qui allaient D'accord. prendre des cadres en reconversion. Et en fait, tout se faisait. Mais après, on est arrivé dans l'ère de l'Internet aussi. Donc, c'est différent. Oui. Tout se faisait par Internet. On faisait des visios, on validait les franchisés. On les voyait même pas. Ils venaient après au siège qui était à Pékin. Et donc, c'est comme ça qu'on envoyait. Après, on leur donnait un cahier des charges complet pour l'ouverture. Et on avait juste à gérer les dates d'ouverture. Ils venaient tous se former dans un site pilote à Pékin. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je voulais vivre mon aventure asiatique un peu comme ça. Et ça s'est fait très facilement. Ils Et sont ap- toujours... non, ils ont été transformés en Lunkin Coffee. Bon, ils ne connaissent pas en Europe. C'est une marque concurrente de Starbucks. D'accord. Et donc, j'ai eu une très belle offre. J'ai vendu. Voilà. Bon, super. Et donc toi, à ce moment-là, enfin même toujours aujourd'hui, quand pour la partie franchise, tes clients, ce sont les franchisés au final. Ce sont les personnes qui... Tu as deux clients. Quand tu fais du marketing, tu travailles en B2B et B2C. Tu dois aller chercher du franchisé, qui est le premier client, tu as raison. Et en même temps, marketer pour aller chercher le client final qui consomme pour faire tourner les franchisés. D'accord. Et donc pour trouver les franchisés, justement, C'est du marketing. pour Ouais. toi, tu as une cible en tête c'est-à-dire là, tu me dis des jeunes cadres en reconversion. Pour toi, c'est ça ta cible de prédilection? Oui, ça dépend en plus où tu es. Par exemple, Nabab, le premier franchisé, alors j'étais installé rue de Bordeaux à Tours. Ouais. À côté, il y avait une bijouterie et il y avait Serge, qui était mon voisin. Et il venait manger tous les jours ses kebabs chez moi. Serge, c'était quelqu'un qui avait une cinquantaine d'années. Et il me dit, Hakim, j'adore tes kebabs, c'est européanisé, c'est bien fait. Je suis originaire de Bordeaux. Je peux ouvrir un Nabab à Bordeaux?
J'ai Bah donné la vas-y. franchise. La deuxième, c'était un ami qui a ouvert une franchise. Voilà, ça se fait comme ça, si tu veux. Et plus t'en ouvres, plus il y a de la visibilité. Plus il y a de la visibilité, plus tu as de la demande de franchise. C'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Bon, bah parfait. Donc là, du coup, tu faisais combien de chiffre d'affaires à ce moment-là? 125 millions. 125 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, forcément, Ouais. ça attire un peu les projecteurs. Bah, On a toujours, à ton âge, à ce moment-là, on a toujours un peu la tête froide. On se dit, ok, j'ai 125 millions de chiffre d'affaires. J'ai quoi, 23, 24 ans à peu près, ouais, non, j'avais 27, 28 ans. Ouais, 27, 28 ans. ouais, C'est ouais. quand même très jeune. Gérer, je sais pas, t'avais quoi, 1500 salariés à peu près à Ouais, travers 1800. 1800. Ouais. On a toujours la tête froide et on se dit pas, tiens, je vais frimer un peu, je vais claquer mon argent, je vais. C'était quoi ton Alors, mindset? Comment tu as réussi à maîtriser, à contrôler tout ça? alors moi, c'est bizarre. Je suis pas un bon client. C'est-à-dire que je suis pas un passionné d'argent. Je suis quelqu'un qui vit très simple. J'ai une personnalité très bizarre. Je peux dormir dans ma voiture comme le lendemain, je peux dormir dans un 5 étoiles. Euh, je suis issu. En fait, j'ai été élevé par un père très simple, mais vraiment très simple, tu vois, et qui nous a offert une vision de la vie un peu spéciale, en fait. On est des gens très simples, voilà. Comme je dis souvent, l'argent, c'est pas fait pour tout le monde. Tu as envie d'en faire pour te prouver à toi-même que tu es bon dans ton domaine. Mais après, ce que tu fais de l'argent, en fait, tu sais même pas. À part l'investir, tu sais même pas. Et donc, je faisais ces chiffres-là. J'ai jamais été un gros dépensier, par contre. Ouais. Pas un gros dépensier, moi. J'ai toujours vécu simplement et j'ai toujours été heureux comme ça. Tu t'es pas dit à ce moment-là, tiens, je vais m'offrir un yacht, je vais m'offrir une Alors, Ferrari, je vais m'offrir, je sais pas moi, quelque chose j'ai vraiment fait, pour. j'ai fait ça. Alors, j'ai roulé en Ferrari, j'avais 22 ans. D'ailleurs, ça m'a attiré beaucoup de problèmes parce que je connaissais pas les codes français. En France, tu as le droit de gagner de l'argent, mais faut pas le montrer. C'est des codes. Aujourd'hui, avec le recul, à mon âge, je vais dire, bon, ça se respecte, c'est des codes. Mais moi, comme je regardais beaucoup les films américains, j'ai acheté ma première Ferrari, c'est simple, j'ai vu le film Miami Vice. Je sais pas si tu as vu ce film-là, avec Colin Farrell, Ah ouais, je crois que ça me parle. où Ça il me est parle. entre Miami et Oui. Cuba. C'était une F430, j'ai vu le film, 3 jours après, j'ai acheté la même. Voilà, je devais avoir, je sais pas, 23 ans. Oui, puis tu l'avais l'argent, donc tu Voilà, pouvais te je l'offrir. pouvais. Après, voilà, je vais pas te mentir, je suis passionné de bateaux. J'ai acheté aussi un très beau bateau. Voilà, Ouais. j'ai goûté à ces trucs-là. Ouais, mais tu dis que t'es pas un bon client, donc t'es quand même un peu client quand même. Je veux Ouais, dire, mais tu t'es pas dit non, je reste avec ma Twingo ou. en fait, ma culture de l'argent, c'est une culture d'argent entrepreneuriale. C'est-à-dire que quand j'achète un yacht à X millions, alors déjà, quand j'ai acheté mon bateau, c'est quand j'ai revendu mon entreprise. Hein. D'accord. C'était pas pendant. Avant, je louais. Mais c'est des choses qui te rapportent de l'argent. Tu vas acheter un bateau, que tu l'achètes cash ou que tu l'achètes en leasing, tu vas louer ton bateau. Oui, Tu vas parce t'en que le servir. reste où tu Voilà. l'utilises pas, tu le loues, quoi. Donc en fin de compte, ton bateau te rapporte de l'argent. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Tu penses qu'il rapporte le. Parce que chaque fois que je parle de bateau à des gens, ils me disent non, attention, c'est un gouffre financier. C'est qu'ils n'ont pas acheté les bons modèles. Ok, Il y a des modèles, c'est des gouffres financiers, et des modèles qui te rapportent de l'argent. d'accord. Et tu achètes en France ou ailleurs, du coup? Non, Malte, comme tout le monde. Hein. faut, faut dire la réalité. Faut rien... Si tu veux, ces choses-là, je les connaissais très jeune. Parce que je te dis, tu sais, mon grand-père était pilote. Moi, j'ai mes qualifications de pilotage, mais quand j'ai commencé à passer mes brevets, je savais piloter alors que j'avais jamais appris parce que j'étais très curieux. Je montais avec mon grand-père qui était pilote chez Air Algérie dans le cockpit et je lui posais plein de questions. J'étais gamin. À quoi il sert ce bouton, celui-ci, cela, pourquoi? Et en fait, le moniteur s'est rendu compte que je savais à 80% piloter un avion. Donc, si tu veux, c'est la curiosité de la vie et des choses qui t'emmènent à comprendre. À 18 ans, j'étais en train de regarder des organigrammes d'entreprises hyper complexes à travers le monde. Ouais, donc tu as quand même eu Voilà, cette précocité exactement. dans ce monde-là, quoi. Voilà, donc j'ai compris très jeune que si tu veux un bateau, il faut l'acheter via Malte. Si tu veux un jet privé, il faut l'acheter via le Luxembourg ou Genève, via des sociétés holding, comment ça fonctionne. Qu'il faut une holding qui, elle, détient une société qui a ton avion, une autre société qui a ton bateau, etc. Tous ces montages, je les ai compris très très jeune. Mais ça, justement, ça ne t'a pas, même si tu connaissais un petit peu tout ça, ça ne t'a pas empêché
d'avoir des problèmes, notamment avec le fisc et tout ça. Oui. C'était justifié ou pas, en Non, vrai? non. Tu sais, moi, je vais te dire, je te parle en toute transparence. Ouais. Payer 70%, 75% d'impôts, ça ne me dérange pas. Le système français, je l'aime. Je vais pas- Bah oui, parce que tu en as profité, on en profite. On en Enfin, profite. on redonne un peu la richesse. C'est un système, en réalité, juste. Et je vais aller plus loin. C'est un système qui fait que l'économie française, malgré ce que les gens disent, est bonne. Parce qu'en fait, même celui qui n'a pas les moyens peut quand même consommer. Il peut vivre Il peut vivre. dignement. Donc, il consomme. Donc, il fait tourner la machine économique. Cette répartition de la richesse, c'est un atout considérable qu'a la France sur beaucoup de pays. Ce qui m'a plus dérangé, c'est l'injustice que j'ai subie. C'est ça que j'ai pas aimé. Moi, je suis quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai un peu laissé tomber l'entreprise. Moi, tu sais, j'étais tout fier mon but, c'était naïf. Je suis quelqu'un, j'ai 20 ans, je suis naïf, je veux créer une boîte française qui va rayonner à travers le monde, tu vois, en mettant le label Made in France en avant. Et payer de l'impôt, je t'assure, ça m'a jamais dérangé parce que j'ai pas besoin de tant d'argent que ça, je suis pas dépensier. Par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai démarré dans une trop petite ville. Tu vois, Tours. Tu vois, j'ai des amis qui ont démarré à Paris, ils n'ont jamais eu de contrôle de leur vie, jamais eu de problème. D'accord. J'ai démarré dans une petite ville où j'étais sous le feu des projecteurs. Tours, c'est une ville, tu as 2 rues. Ouais. C'est une ville voilà, où les gens, ils ont des a priori. Une petite ville, c'est la vieille France, c'est pas Paris. Y avait pas... J'étais le premier rebeu qui avait une affaire en ville déjà. Donc la police, ça passe tous les jours devant. Et je t'assure, hein, ils venaient dans mon magasin où est cachée la drogue. Tu vois, les a priori. Ah ouais, donc ils pensaient que tu étais trafiquant de Ouais. drogue. C'était tout de suite. Pourquoi un jeune issu de l'immigration maghrébine a une affaire devant la mairie? J'étais devant la mairie de Tours. En face de la mairie était mon premier commerce. Enfin, ils se sont pas dit à un moment donné si le mec faisait vraiment de la drogue ou autre chose. Il va pas se montrer, il va être plutôt discret, il va ouvrir, je sais pas moi, des pizzerias dans des coins complètement perdus. Mais tu as des gens qui réfléchissent pas forcément. Après, ils ont fait leurs enquêtes. Tu sais, moi, j'avais les bureaux devant la mairie, j'avais 500 mètres carrés face à la mairie. Ils font leurs enquêtes. J'ai passé toute ma vie sur écoute. Mais bien sûr, ils font leurs enquêtes, ils te mettent sur écoute, ils voient qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Et après ils voient que tu fais rien de mal, quoi. Quelque part, à la limite, bon, ok, qu'ils se disent, ok, ce mec-là, du jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain, non, parce qu'il y a beaucoup de travail, mais ça, ils le savent pas forcément. Mais je veux dire, pour eux, ils se disent, ok, du jour au lendemain, il gère plusieurs restos, il a plusieurs millions, et donc ça attire un peu l'attention. On se dit, bon, c'est pas normal. Mais à partir du moment où, normalement, on fait une enquête, on voit que c'est un jeune entrepreneur et qu'il faut plutôt le motiver et le mettre en... Ils réfléchissent pas comme ça. Tu sais, la France est un pays, à mon sens, profondément de gauche. Okay, et t'as, je te le dis avec le recul maintenant... de gauche. Si, c'est profondément... T'as une opposition forte, je te dis la vérité, entre les gens qui foutent rien et ceux qui se tuent au travail. C'est tout. Pour moi, c'est ce que j'ai vu en voyageant beaucoup. Hein. Après, je te dis, l'erreur, petite ville. J'aurais commencé Paris, Marseille, ça aurait été différent, ou Lyon. Petite ville, donc tu avais des policiers qui faisaient rien d'autre. Tu sais, je me faisais contrôler tous les jours. J'étais au volant de ma Ferrari. Tous les jours. Je te jure. Bon, après, c'est une ville, tu as 2 rues. C'est incroyable. Il me disait quoi, le policier? Non, mais c'était juste pour le plaisir de contrôler M. Benotman. Tu vois jusqu'où on en est arrivé. Je dis, vous êtes sérieux? Et je m'avais contrôlé il y a 3 heures. Ils s'ennuyaient, ces petites villes. T'as des policiers qui s'ennuient. Voilà, je l'ai compris après. Mais c'est quoi? Il y avait des gens autour que tu gênais, donc Mais je gênais personne. Moi, c'est juste que j'allais vite. Après, tu avais une rue principale, j'avais un magasin de vêtements. Ouais. Et j'avais mes 2 kebabs, j'avais un autre dans la rue. Dans la ville, j'avais 6-7 affaires. À un moment, je commençais à racheter des immeubles et tout. Bon, peut-être que je dérangeais les notables tourangeaux. C'est des petites villes. Donc, si tu veux, le chef de la police déjeune le midi sur la place principale avec le notaire de la ville, l'avocat, ils sont entre eux, ils discutent. Tu as l'arabe de service qui est là, qui dérange un peu tout le monde. Voilà, je sais pas, tu vois. Ouais. Après, tu sais, je leur en veux même pas parce que, on va pas se mentir, tous les humains généralisent.
Si le policier, avant, il a contrôlé 3 Arabes issus de l'immigration qui étaient des trafiquants, bah, il se dit que le quatrième, il fait pareil, tu vois. Donc je leur en veux même pas. Ouais, donc en fait, il part tout de suite avec une suspicion que c'est pas net, quoi. Ils font leurs enquêtes, ils te mettent sur écoute. Après, la vraie injustice que j'ai vécue, c'est quoi? J'ai eu des expulsions de magasins par un ancien notaire radié qui s'appelait Monsieur Arbroto dans la ville, hein. D'accord. D'ailleurs, qui a expulsé après d'autres personnes, tu vois. Mais c'est parce que tu dérangeais avec du bruit ou c'était autre chose Ils se connaissent. Ils se connaissent, Ok. je dérangeais personne. Mais je pense qu'un kebab dans la place de la mairie, Ouais, ça les gênait. ça gêne. C'est comme si à Paris, tu as un kebab, je sais pas moi, au Trocadéro. Mais moi, je m'en apercevais pas à cette époque, j'étais gamin. Ouais, Tu vois, si quelqu'un était venu me voir directement, il me dit écoutez, Hakim, il y a quand même la mairie, ouais, notre mairie, elle est super sympa, c'est beau. Votre kebab là, ça fait tâche, on préférait un truc de macaron. Est-ce qu'on peut vous déplacer un peu plus loin? ouais, Ça m'aurait pas dérangé. C'est juste que moi, je m'en apercevais pas que ça dérangeait en fait. d'accord. Pourtant, ton kebab, il avait. Enfin, je trouve que son style, son design, tout ça. Ouais. Pourquoi un McDo ne dérange pas? Pourquoi un. Ouais. Enfin, Tu sais, kebab, ils se parce disent. que tu as repris, c'était pas le kebab du coin, un peu indépendant, dégueu, etc. Tu étais quand même dans une certaine classe de kebab, on va dire. Non. Avec le recul, tu sais, il y a une chanson de Booba que j'aime bien qui dit si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. Tu connais? Ouais. Enfin, Donc tu penses que les gens, ouais, ils se disent ça fait chuter le prix de ça l'immeuble, fait je sais tâche. pas comment ils Ouais. réfléchissent, ça fait tâche en vrai. Et ils avaient pas tort, en vrai de vrai, j'aurais pu le déplacer le kebab, ça faisait devant la mairie, ça faisait. Mais bon, tu vois, ils se disent quoi? Ils se disent ça va ramener plein d'Arabes ici en clientèle, il y a la mairie qui est devant, on va pas se mentir, ils réfléchissent comme ça, ils le savent qu'ils réfléchissent comme ça. Mais il aurait fallu me le dire. Donc j'ai vécu, si tu veux, 2 expulsions de magasins. Quand j'ai été expulsé, mais attention, il y avait aussi des Français exceptionnels dans la ville qui ont manifesté à mes côtés contre l'expulsion. D'accord. Et j'ai pas été expulsé par la mairie, hein, j'ai été expulsé par un ancien notaire radié qui expulsait les locataires qui ne voulaient pas pour valoriser ses immeubles. Ok. Mais qui, à mon avis, connaissait bien les gens qu'il fallait connaître. Bref. Ouais. Et donc j'ai ouvert un peu plus loin, 50 mètres, le banquier a compris la situation, il m'a financé. J'ai eu une deuxième expulsion, donc entre les deux, j'ai perdu 2 millions d'euros, hein. C'est un truc de malade, ça. Tu sais, T'aurais pu couler à ce moment-là, au bah, final. t'aurais pu couler. Heureusement, j'ai des banquiers qui m'ont fait confiance et j'ai fait preuve de résilience. Mais si tu veux, dans les petites villes, tu as des gens qui décident entre eux. C'est pas... Tu sais, la justice, elle est divine, elle est pas sur Terre. Hein. Elle n'est pas vraiment de justice. Hein. Puisque c'est vrai on se dit quand même qu'en Non. France, il y a quand même, c'est un pays où il y a la justice qui est libre et indépendante. Je pense que malgré ça, des fois, il y a du parasitage qui peut se passer quand même malgré tout. Mais il n'y a pas de justice. Hier, j'étais dans une affaire. T'as un promoteur immobilier qui a pris 20 millions, qui s'est sauvé à Dubaï. Ok, il a planté plein de gens qui ont mis de l'argent. Ils l'ont mis même pas 2 mois en prison. À un moment donné, quelqu'un, il aurait fait ça même dans un pays d'Afrique, il sort plus de prison. La justice, elle est, on va pas se mentir, elle est très laxiste. C'est une justice laxiste pour certaines choses, et elle est dure pour d'autres qui sont des causes nobles et droites. C'est mon point de vue. Ok. Donc après, voilà, on ouvre un troisième. Après, voilà, j'ai 2 expulsions, je veux un troisième. Je redémarre. Donc j'ai démarré à 19 ans, je repars à 0 à 21 ans. Et là, donc, il se dit, ce mec-là, il nous embête. On l'a viré de 2 restos. Il en ouvre un troisième encore dans le centre-ville. Voilà, il n'a pas compris qu'il fallait partir. Et moi, je suis têtu. Les Algériens, souvent, ils sont un peu têtus. On est têtu parce que, pour moi, dans la vie, on doit avoir la même ligne de départ et la même ligne d'arrivée. Et la justice, soit elle est faite pour tout le monde, soit voilà. C'est ça, Tu vois. je suis d'accord. Et dans ma tête, je me dis, je suis pas un voyou, je suis pas un trafiquant, je gagne de l'argent honnêtement en travaillant très dur, faut pas m'embêter, c'est tout. Puis surtout quand c'est injuste. En fait, je pense que c'est le côté injuste en fait qu'on n'accepte pas. À la limite, tu fais une connerie, tu Exactement. l'assumes. Ok, j'ai merdé, bien. Je me baladais dans cette ville à un moment donné avec l'imprimé de mon casier judiciaire. Tu te rends compte? Vierge que je montrais à la police, les gars. Regardez. Il venait, il se mettait devant mon snack au café, il me regardait comme ça toute la journée. Mais tu vois, c'est de la médiocrité. Et en plus, c'est une ville, Tours, il y a énormément, j'ai l'impression, quand j'ai vu d'autres villes, de policiers par rapport au nombre d'habitants. Donc ils étaient là. C'est une ville de gauche ou de droite, là-bas? Ah, de gauche, mais méfie-toi des villes de Ah gauche. Ouais. Méfie-toi des villes de gauche. Les villes de gauche, c'est ceux où j'ai eu le plus de problèmes. Hein. C'est incroyable, ça.
Bah, c'est pas incroyable, c'est des villes qui sont contre les entrepreneurs. Tu vas les voir, tu as besoin d'argent, ils te le donnent gratuitement, mais si tu bosses, ils n'aiment pas. Bon, c'est comme ça la gauche, c'est ça la réalité. La gauche, c'est quoi? On prend de l'argent à ceux qui bossent pour donner à ceux qui bossent pas, c'est tout. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu ce que la droite dit, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est une question de personne parfois? Pourquoi les grands groupes comme LVMH ou Bernard Arnault ont quitté la France à l'époque, ils sont allés aux États-Unis quand la gauche de Mitterrand était passée au pouvoir? Il faut poser des questions à ces gens-là, hein, ils te le diront. Ouais. Après, moi, si tu veux, c'est mon expérience perso. Oui, D'accord. bien sûr, c'est ce que tu as vécu, C'est ce que donc j'ai vécu. forcément. Donc pour moi, gauche-droite, ça veut rien dire. Hmm. Tu vois, c'est en fonction des gens qui bossent dans la ville. Et après, donc je me retrouve à 21 ans, premier contrôle fiscal, redressement 1 million d'euros. Pourquoi? La viande kebab, elle se consume. Oui, elle se consume, c'est-à-dire. Enfin, T'as vu, quand tu vois une broche de 30 kilos, ouais. elles fond. Oui, tout le au long de gras, la ils journée. font au fur et à mesure. C'est pas du gras, c'est l'eau. Parce que la viande, t'as vu le poulet, la viande kebab, nous on vend à base de poulet. Le poulet est gorgé d'eau. Il y a beaucoup d'eau dans le Oui, c'est poulet. vrai que quand je fais des tranches d'escalope, c'est vrai qu'elles deviennent plus petites. Exactement. Ouais, elles perdent beaucoup d'eau. Et la broche kebab, d'une part, elle a de l'eau, et nous on achetait la viande en usine. On achetait la viande en usine. Et en fait, comment ça se passe? C'est congelé, donc. C'est congelé, mais comme ils te vendent au poids, ils te mettent dans la sauce des glaçons. D'accord? Donc en fait, ça fond. Et donc le fils qui vient, enfin en contrôle de routine, et tu vois, il regarde tes tickets de caisse. À l'époque, tu n'avais pas les caisses Oui. digitales, c'est des caisses de tickets. Ouais. Et sûr, ils te font un contrôle sur 3 ans. Et sur 3 ans, donc tu as à peu près 900 tickets, 1000 tickets, 360 par année. Ok. Il m'en manquait une vingtaine. Bon, ça peut arriver. Enfin, sur 3 ans. Et comme il m'en manquait une vingtaine, ils ont voulu recalculer la comptabilité. Ils font ce qu'on appelle un rejet de comptabilité. Donc déjà, j'étais surpris pour 20 tickets, mais ça fait rien. Ouais. Et après, ils te disent non, la viande kebab, en fait, il n'y a pas... Alors dans la viande kebab, tu vas être étonné, mais j'invite des gens à faire les calculs. Hein. Ils prennent une broche, ils comptent le nombre de kebabs. Tu vois, on faisait 100 grammes par sandwich. On mettait 100 grammes. Ok. Mais avec 10 kilos, on ne faisait pas 100 sandwichs, on en faisait 50. Ouais, la moitié moins. La moitié qui part en perte. Et l'administration a dit non, il n'y a que 10%, il n'y a pas 50%. J'ai écouté, ce n'est pas votre métier, moi j'ai visité les usines, venez avec moi voir les usines, ou alors mettez des huissiers ou des experts judiciaires dans le restaurant toute la journée et comptez. Tu vois, j'étais très jeune mais très mature, attention, j'avais fait une thèse moi de 200 pages sur la viande kebab pour expliquer après à mes franchisés comment était la viande kebab. Et donc, si tu veux, ils ont dit non, on n'a pas le temps nous de faire les études, de très mauvaise foi, et ils m'ont redressé d'1 million. Et donc j'ai expliqué à la dame, j'ai écouté. Je dis, je fais 800 000 de chiffres. Ça vous prouve que à l'époque, c'était beaucoup 800 000, attention, oui, pour un snack. Ça vous prouve que je déclare tout. Les kebabs dans la ville, ils déclarent 100 000. Restez derrière la caisse et vérifiez. Elle m'a dit quoi? C'était 2 dames. Hein. Elle m'a dit, mais monsieur Benotman, nous, on vient voir les riches. Si vous aviez déclaré 100 000, on ne viendrait même pas vous voir. Et là, j'ai vu que c'était très injuste. Et à partir de là, ils ont multiplié ce contrôle sur plusieurs boutiques. Et c'était plusieurs millions d'euros de redressement. Et moi, j'étais gamin, j'avais 21 ans. Bah oui. Et là, mon père, qui a beaucoup souffert de cette situation, il leur a dit, vous mettez les menottes financières à un jeune de bonne foi qui veut développer. Ils veulent te tuer, quoi. Parce que moi, dans mon mindset, dans ma tête, c'était quoi? On va pas se mentir, tous les kebabs à l'époque, ils faisaient du black. Ils déclaraient pas. Okay, moi, dans ma tête, c'était, je déclare tout parce que je veux développer mon entreprise. Oui, parce que toi, ton ambition, c'était de faire le McDo du kebab, quoi. Enfin, donc, dans ma tête, tu me dis, je développe. Le banquier, il me dit, Hakim, moi, tu m'amènes des bons bilans. Voilà, je te prête. T'achètes toute la ville si tu veux. Tous les murs, tous les immeubles, t'achètes, je te prête. Donc, j'étais dans une politique comme ça. Et quand ces 2 dames, elles viennent me voir, elles me disent, mais nous, plus vous déclarez, plus on vient vous voir, parce que ça veut dire que vous faites encore plus d'argent. Là, je l'ai très mal vécu. Autant j'ai été expulsé de 2 restos, je m'en foutais. J'avais beaucoup d'énergie, donc j'ai rouvert un autre. Là, je l'ai très mal vécu. Et quand ils ont dupliqué ça sur les restos, j'ai vu que c'était des méthodes un peu voyous. Là, tu sais, ça m'a fait perdre du temps, beaucoup d'argent, et ça m'a fait perdre la confiance totale que j'avais envers la France. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais quand même les moyens de prendre des super avocats? J'ai pris les meilleurs. Rétorquer J'ai pris les meilleurs. Après, je voulais même aller en cour européenne à Bruxelles et tout. Mais tu sais, je te dis clairement, cette ville, en tout cas, c'était une administration très voyou. Je ne l'ai jamais eu ce problème-là dans les autres villes. Hein. Je ne l'ai jamais eu.
Mais la ville de Tours, en France, j'ai Ouais, trouvé que c'était très différent des autres villes. Pourtant, ils auraient pu te mettre sur un piédestal pour justement mettre la ville de Tours un peu plus. Non, parce que tu les déranges. Si ça avait été des gens honnêtes, on aurait développé la chaîne, j'aurais gardé mon siège Bah là-bas, ouais, carrément. on aurait fait peut-être 1 milliard de chiffre d'affaires et ils auraient pris l'impôt sur 100 millions de bénéfices tous les ans là-bas. Bah oui, Mais c'est carrément. des gens bêtes. T'as des gens qui sont jaloux. Ou alors t'as des grands notables que tu déranges parce que tu es en train de racheter la moitié de la ville et ils veulent te tuer. Tout simplement. C'est une réalité, ça C'est existe. aussi simple que ça, quoi. Mais bien sûr. Et donc ça t'a derrière, t'as fait quoi à partir de ce moment-là? Alors à partir de là, je faisais plus confiance au pays, j'avais des contrôles, donc j'ai payé une partie, j'ai pas tout payé parce que j'avais pas les moyens de tout payer. On parle de plusieurs millions d'euros, hein. Donc ça t'a mis en faillite. Enfin, t'aurais pas pu faire faillite et puis salut. Non, parce qu'ils t'ont fait, ils m'ont fait le redressement sur l'entreprise, mais aussi à titre personnel. D'accord? Et D'accord. moi, mon but, c'était, en fait, j'étais un acharné, c'était mon bébé Nabab. Il fallait que je développe, coûte que coûte. Là, par contre, je me suis dit, dommage, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû tout développer en franchise, j'aurais pas dû en ouvrir autant en propre, tu vois. Et donc après, ils te saisissent, tu vois, moi j'avais acheté à Tours la moitié de la ville, hein, les murs commerciaux, ils commencent à te les saisir, ils te récupèrent, tu vois. Donc ça fait rien, j'ai peut-être perdu 20 millions d'euros, mais j'ai appris. C'est pour ça que je te dis, l'apprentissage n'a pas de prix. Parce que c'est simple leur système, tu as une entreprise, à côté tu as des murs. Ils viennent, ils te font des redressements, même s'ils sont tort, hein, ils ont tort. Moi, tu vois, ça fait 20 ans cette histoire. Mais même 20 ans, il y a un moment donné, je lancerai une procédure contre l'administration pour montrer que le taux de perte, c'est vraiment ça, 20 ans après, et j'irai peut-être récupérer mes sous. C'est question de principe. Mais ils vont venir, ils te redressent, et après, ils te disent, bon, tu as combien d'immeubles à Tours? Tu en as 10, même si ça vaut 10 millions, on prend les 10. On te saisit, ils te font des saisies conservatoires, voilà. Mais on va dire que c'est la période de ma vie où j'ai le plus souffert, mais où j'ai le plus appris. Tu sais, quand tu as un redressement d'un tel montant à 21 ans, tes potes à 21 ans, ils sont en train de jouer au foot. C'est ça. Ils sont en train de jouer au foot, et ils jouent à la PlayStation, et toi, tu es avec tes avocats, les papiers, en train de monter des dossiers jusqu'à 5 heures du mat. Ils te détruisent ta jeunesse. Un redressement à 21 ans, ils m'ont détruit ma jeunesse. Comment on rebondit à 21 ans avec, en gros, on te prend tout ou presque tout? Comment on rebondit après ça? Alors je vais te dire, déjà une chose, mon père, il a après quitté le pays à cause de ça, il voulait plus rester en France parce qu'il me dit, moi autant j'ai jamais vécu d'injustice, je pensais que c'était un pays juste et en fait, via ton expérience, je me rends compte que c'est un pays Ouais, il a juste. été déçu. Il a été déçu. Tu sais, les gens, ils peuvent t'enlever tout ton argent. Ta véritable richesse, c'est ton savoir-faire. Ils te l'enlèveront pas. C'est ça que ces gens-là ne comprennent pas. Et le monde est grand. Si tu offres pas la richesse à ton pays, tu peux l'offrir à n'importe quel pays. Bernard Tapie disait une phrase que j'aimais beaucoup. Si tu enlèves à son pianiste tous ses disques, qu'est-ce qu'il va faire le lendemain? Il va se mettre à rejouer au piano. Ils peuvent pas t'enlever ton cerveau, C'est ça. ton expérience, ton apprentissage. Ils peuvent pas te l'enlever. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils le comprennent pas. Mais ça, quand même, ça t'impacte psychologiquement, je veux dire. J'en ai beaucoup souffert. Ça m'a enlevé un peu clairement la gaieté de la vie que j'avais, mais ça m'a beaucoup renforcé, ça m'a beaucoup appris. À partir de ce moment-là, je suis parti. À partir de ce moment-là, j'ai continué à développer, donc j'avais des problèmes. J'ai quitté la France. C'est là que j'ai quitté la France. Je suis parti 1 an et demi, 2 ans faire le tour du monde. D'accord. Okay. Moi, il faut savoir, j'ai visité 180 pays. J'ai fait le tour du monde. J'adorerais faire ça. Bon, tu n'avais pas encore d'enfants, voilà. Donc tu étais un peu libre. J'étais libre. Et donc, si tu veux, après, j'ai commencé à avoir une vision vraiment internationale. Je suis parti vivre au Luxembourg après. Okay. Donc après, j'ai commencé à investir un peu partout, en Suisse, en Asie, à Singapour, en Malaisie, dans de l'immobilier, avant de vendre la marque. J'ai ouvert Miami, j'ai fait plein de choses. Ça ne m'a pas empêché d'entreprendre. Tu veux dire que malgré toutes les saisies qu'ils t'ont fait, il te restait quand même suffisamment d'argent pour vivre pour réinvestir et rebondir, tu veux dire? Oui, parce que j'ai eu la chance, quand je gagnais cet argent, d'avoir investi à l'étranger. Tu vois, 2007, j'investissais massivement dans l'immobilier en Floride. Et là où j'ai investi en Floride en 2007, ça a fait x7, x8. Et ça, ils ne pouvaient pas te le saisir, ça? Non.
Non. Ça, Et c'était maintenant, et même hors des radars. ce qu'ils ont saisi en France, ça leur suffisait, c'est déjà assez Oui, important. ça remplissait le Voilà, ça. le Voilà, montant. Ok, voilà, tu vois. d'accord. Et donc, en fait, heureusement, et là, je me suis dit, et après, j'ai commencé à faire du business à l'international. Et là, j'ai vu que c'était un autre mindset. Alors, je dis pas que toute la France, c'est Tours, attention. Oui. Tours, pour moi, c'est une ville voyou. Oui, c'est l'exemple, mauvais exemple que tu as vécu. D'ailleurs, quand le film Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, il a été fait en Touraine, tu vois, ça t'explique qu'il y a un rapport à l'immigration et tout qui est un peu différent, tu vois. Et vraiment, j'incite les gens qui font du business en France à aller dans des villes diversifiées, des grandes villes comme Paris, Marseille, où tu passes inaperçu. Oui, parce qu'il y a tellement de gros trucs. T'as tout compris. Un autre gros va pas. Exactement. Et donc après, je pars. Je voulais plus résider en France, je pars au Luxembourg. Et donc là, je commence à lancer des activités dans le digital et tout, qui cartonnent. Et là, j'ai eu un contrôle. Et c'est le fils qui m'a donné de l'argent. Je dis, en fin de compte, ma compta est clean. Moi, je suis quelqu'un Au Luxembourg. Ouais, ils m'ont donné de Ouais, donc l'argent. tu te dis, au final, tu es assez honnête. Ouais, c'est carré. Tu fais bien les choses. Et je me suis rendu compte que ma précédente expérience, ils m'ont vraiment volé, tu vois. Et après, voilà, vision internationale, et j'ai commencé à investir. Et ça m'a donné la niaque. Tu sais, les injustices que tu vis dans ta vie, ils peuvent te tuer, comme ils peuvent te donner une force énorme que tu peux pas comprendre. Oui, ils te font grandir. Ils te font grandir. Comme tu dis, tu payes pour apprendre et tu l'as payé cher. Voilà. Mais tu as bien appris. J'ai bien appris. Et c'est pour ça mes collaborateurs proches, ils me disaient toujours, Hakim, tu as vécu 10 vies. C'est pour ça le partage d'expérience et tout. Il y a beaucoup de gens qui venaient me voir pour des conférences et tout, parce que je suis pas milliardaire, mais j'ai vécu 10 vies. Parce que les parcours compliqués, c'est ceux qui t'apprennent le plus. On est d'accord. Et donc là, tu pars à l'étranger, donc tu quittes la France complètement. Voilà, je pars à l'étranger. Tu fermes du coup ton groupe Alors, c'est-à-dire tu fermes tous les restos Alors, j'ai pas fermé. J'ai fermé une partie parce que je voulais même plus gérer. J'ai vendu. Okay. J'ai vendu. Mais quand j'ai vendu, j'ai valorisé. Alors, il me restait pas mal de murs commerciaux. Hein. J'avais une centaine de murs commerciaux. Alors, ça, c'était le redressement. Mais j'ai continué à développer. Oui. Là, j'avais peut-être 22 ans à cette époque, 23. C'est des procédures qui durent longtemps. J'ai continué à développer, moi, jusqu'en 2013, hein, malgré ces problèmes-là. Malgré ça, tu t'es pas dit non. Ah non, j'ai développé. Comme un fou furieux. Des franchises, j'ai continué à acheter. J'avais 2 banquiers qui m'ont aidé, qui m'ont financé, malgré les saisies permanentes sur les comptes. C'est incroyable. Ouais. Parce que, voilà, mais tu as des gens corrects. Moi, il y a même un type des impôts qui me dit, Monsieur Benotman, je sais que vous avez raison, que vous n'êtes pas en tort, mais il me dit, je peux rien faire, moi. Il me dit, moi, mon rôle, c'est de recouvrer la dette. Il me dit, mais moi, je peux rien faire. Mais il me dit, je le sais. Il a fait les recherches, il a vérifié que dans la viande kebab, il y a 40 à 50% de perte. Mais il me dit, voilà, c'est la hiérarchie, moi, je suis qu'un salarié. Donc, tu as des gens corrects. Alors, j'ai continué à développer, je développe. Et après, 2013, je vends. Pourquoi? Alors, j'ai vendu, j'avais beaucoup de murs commerciaux. Hein, j'en ai vendu quand même 75 voilà, et des restaurants. Et j'ai valorisé le groupe pas loin des 100 millions. Ça valait beaucoup d'argent. Attention, c'était que des beaux murs. Et je vends pourquoi? Parce que ça m'a fait mal au cœur, parce que je vendais mon bébé. Moi, tu sais, je suis très affectif. C'était le projet de ma vie, Nabab. C'était pas pour gagner de l'argent. Je voulais vraiment voir ça rayonner à travers le monde. Et donc, je vends et je pars. Et donc, j'étais fatigué, en fait. C'est pour ça que j'étais fatigué, des problèmes. Mes collaborateurs proches étaient fatigués. On était tous en burn-out. On a forcé le destin pour réussir. Tu vois? Le destin, il te dit non, on t'a tout bloqué, nous, on l'a forcé. Et donc, on est arrivé à un moment donné, tu vois, je me retrouvais à l'hôpital tous les mois, je saignais du nez, j'avais des ulcères en permanence. Incroyable, ça. Ben ouais, j'avais peut-être au moins, je me suis retrouvé peut-être 6 fois à l'hôpital, j'avais des ulcères. À chaque fois, ils me trouvaient 2-3 ulcères, le stress. Tu tapes des redressements de ces montants-là, des montants de oui, dingue. surtout à ton âge. À 23 ans. Donc, tu vois, j'avais un collaborateur proche qui s'appelle Issam qui bossait avec moi, il m'emmenait tout le temps à l'hôpital. Je tombais tout le temps malade parce que c'était trop. En fait, j'avais en même temps cette envie de forcer le destin et de réussir, et en même temps tous ces problèmes qui te ralentissent. Ouais, tu nageais à contre-courant. Exactement. Incroyable. Tous les feux étaient au rouge, mais on voulait que ce soit au vert. Donc après, je vends. Épuisé, je vends. Et là, je pars à l'international. Ok. Et à l'international, donc tu continues, mais
ce que tu sais faire, à savoir Voilà. l'investissement, des projets, de l'entrepreneuriat. Voilà. Mais du coup, donc, en dehors de la France. Voilà. Et à un moment donné, tu décides de revenir. Alors, je décide pas de revenir. Je suis jamais revenu, hein. Si tu veux, je vends. Ce qui m'a embêté, c'est que j'ai vendu des murs, déjà, faut le savoir, qui valent aujourd'hui 200-300 millions, faut le savoir, hein, parce que ça a continué à prendre de la valeur. 200-300? Ça vaut aujourd'hui 200-300 millions, ce que j'ai vendu. Donc déjà, j'étais un peu dégoûté de vendre. D'accord. D'accord. Ça veut dire que si tu les avais encore, Ouais, tu aurais fait x3 au moins. ouais, j'aurais fait x3. La période dans l'immobilier commercial 2007 à 2022-23, c'était du x3 en France. Et donc, si tu veux, je vends, je pars. Et là, je me balade à travers le monde, j'investis à Bali, je continue mes investissements en Floride, je me lance dans des hubs, voilà, je fais plein de choses. Je réside une partie à Luxembourg, après je vais résider à Dubaï. Et après, donc je développe la Chine, 1 an et demi, avec toujours ma même équipe, on a kiffé, je me dis, c'est facile ici. Alors les Chinois sont durs. En Chine, c'est facile. Ouais, les Chinois sont durs, mais j'étais associé avec un Chinois. Il faut s'associer par contre. D'accord. Ah, ok. Un peu comme en Algérie, il faut. Ouais, Histoire faut des s'associer. 51-49. Il n'y a pas cette histoire-là, mais il vaut mieux s'associer avec eux. Parce que c'est une autre mentale, c'est un autre business, hein. Tu vois. Alors, c'est pas plus facile qu'en France. En France, pour moi, l'entrepreneuriat, il est très facile, hein. C'est juste que comme j'avais pas de problème, ça s'est fait de façon fluide. Et après, donc, je développe à travers le monde, je commence à investir dans l'hôtellerie. On fait de l'hôtellerie en Grèce, on investit en Albanie à l'époque. Les gens ils parlent d'Albanie maintenant, mais on a investi là-bas il y a 10-12 ans. Malaisie, Afrique, Zanzibar, partout. Le Maroc, j'achète des terrains au Maroc, plein de choses différentes. Je me diversifie à fond. Et après, je suis revenu en France, mais je suis pas revenu. En fait, j'étais là une partie. Je suis revenu pour un projet quelques mois. C'était la mode du tacos. Je lance des Tacos King. J'en ouvre une trentaine, même une quarantaine, des filiales et des franchises. La banque, il y a une banque qui devait financer, Société Générale, qui n'a pas suivi sa courbe de financement. Donc après, j'ai laissé tomber. En plus, tu vois, j'étais là très peu de temps. Tu vois, je voulais monter une plateforme qui s'appelait FBH, etc. Et comme j'étais en France 1 mois par an, je n'avais pas le temps de m'en occuper. Okay. Donc, je n'avais pas le temps de m'en occuper. J'ai revendu très peu cher des magasins de tacos à l'unité, tu vois. Et après, je suis passé à autre chose. Et après, voilà, on me rappelle en 2000, alors j'étais à l'étranger, on me rappelle en 2021 pour le dossier Quick. Voilà, justement. C'est là où À quel moment tu te dis, j'ai suffisamment les reins solides, pour ne pas dire autre chose, pour te dire, ok, vas-y, je vais racheter Quick. En fait, quand j'ai quitté la France, quand j'ai vendu, les fruits de ma vente, j'ai fait x6. En fait, j'ai monté un groupe qui est estimé aujourd'hui à 600 millions. Mais j'ai voulu être discret. Parce qu'en fait, tu sais, je suis devenu parano à un moment de ma vie. C'est-à-dire que j'avais peur que la France me rattrape partout. Mais j'étais parano. J'étais en permanence sur écoute parce qu'ils voulaient justifier que des fois j'étais en France. Tu vois, donc je devenais parano. Ouais, parce que du coup, le fait de vivre au Luxembourg, c'est-à-dire que tu étais résident fiscal au Luxembourg, là-bas. Ouais. Donc en gros, si tu vis en réalité en France, faut jamais faire ça. C'est mort, quoi. Ouais, il te rapatrie ta fiscalité, d'accord. Et donc moi j'étais entre Luxembourg et Genève à ce moment-là, et donc je faisais bien attention de pas être là. Et tu vois, tu le sais de toute façon, t'es sûr. Tu sais quoi, il faut être là-bas au moins 6 mois, c'est ça? 6 mois par an, exactement. Et donc après, donc on a développé avec ces fonds. J'avais déjà investi avant en Asie, aux États-Unis. On a développé plein de trucs. L'hôtellerie, du digital, etc., monter un groupe. Moi, mon but, c'est d'avoir un groupe qui fasse 1 milliard. Et je me laisse encore 3 ans, tu vois. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Dieu, il veut. Il faut juste s'en donner les moyens. Après, de toute façon, comme on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. C'est ça. Après, donc je suis revenu, pourquoi? Dossier Quick. J'ai dit, voilà, j'ai les moyens. Il y a des fonds d'investissement qui viennent, qui s'adossent à mes côtés. Et un ami qui est un ancien de chez Carrefour, un ancien boss de... Il me dit, Hakim, c'est pour toi. Parce qu'il savait que mon rêve, au-delà de Nabab, c'était de développer le premier groupe de restauration halal en France. Parce que malgré l'hypocrisie qu'il y a autour du halal, il n'y a que la bouffe halal qui marche aujourd'hui en France, on ne va pas se mentir. D'accord. Et mon rêve, c'était de faire un MTI français. MTI, c'est un grand groupe canadien qui a une trentaine de marques et que j'avais découvert au Canada, j'avais 20 ans. Tu
Moi, j'avais un oncle qui vivait à Montréal et j'y allais, je regardais, pareil, la franchise dans l'avion, MTI, je sais quoi, tonton, viens, on y va, tiens, ils ont plein de trucs différents et tout. Et c'est ça que je voulais faire en France et en Europe, tu vois. Et donc, j'arrive sur le dossier Quick, on travaille un an, j'arrive à proposer 230 millions pour acheter. Et donc, personne n'était intéressé par ce dossier au départ. C'est du halal, ça n'intéressait pas les fonds. Quand j'allais voir certains fonds, on me disaient non, mais c'est merdique, c'est Quick, c'est halal, c'est la Quick, marque c'est halal morte. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, c'est halal. Ça n'intéressait pas les fonds. Alors Quick, c'est quoi? Ça a été racheté par le groupe Bertrand pour transformer 300 restos en Burger King. Et il restait une centaine de Quick. Ok. Et donc je dis, mais attends, ça c'est un truc. Moi j'adore Quick, je suis fan. Hein. Alors pas que parce que c'est halal, mais j'adore le produit. Chacun ses goûts, hein. Mais je préfère le Giant que le Big Mac ou le Whopper de Burger King. Moi, j'aime bien Quick. Et en plus, c'est belge, mais c'est devenu une marque française. Tu vois, je veux dire, il y en a marre de voir des burgers américains partout. Je dis, tiens, on va développer une marque française à travers le monde et tout. Et donc, je veux reprendre Quick. On travaille un an d'arrache-pied sur le dossier. Et à la fin, tu as un fonds d'investissement américain qui s'appelle HIG qui propose un peu plus et qui rafle la mise. D'accord. Voilà. Donc c'est une question de quelques millions, quoi. Ouais, c'est une question de peu de millions, je dirais à ce niveau de millions. C'est qu'une question de millions? Voilà. C'est jamais qu'une question de millions, une question de réseau aussi. Ouais. Tu penses qu'il t'a manqué à un moment donné du réseau? Parce qu'à un moment donné, quand tu fais, on va dire, ce que tu as monté comme empire autour de toi, etc., tu dois quand même avoir certaines entrées et puis certaines connaissances. Tu n'aurais pas pu à ce moment-là faire jouer un peu ton réseau pour justement éventuellement être un peu plus au fait du dossier, parce que j'ai manqué peut-être un peu de lobbying, ouais. Après, moi, je suis pas quelqu'un de très réseau. Tu sais, quand j'étais en France, j'ai passé ma vie à bosser. Et le peu de temps que j'avais, je partais à l'autre bout du monde et je suis un mec qui se balade avec un sac à dos au bout du monde. Je suis pas dans les soirées mondaines, les trucs, tu vois. Je préfère me retrouver tout seul et réfléchir au futur business. Donc, il m'est manqué peut-être ces choses-là, mais c'était un dossier qui est énorme parce que ça a été revendu là où c'est en train d'être revendu avec une plus-value de 500 millions. Et personne ne croyait en ce dossier. Donc là, le groupe Bertrand a fait x2 avec c'est pas le groupe Bertrand qui a racheté. Le fonds américain. Je pense qu'ils ont fait même un x4. Ah ouais, carrément. Voilà. Ok. Et donc, du coup, déception, je suppose, après avoir travaillé autant pour acheter ça? Déception parce que pour monter un groupe géant de la restauration halal, il aurait fallu ce qu'on appelle une vache à lait, comme Quick. Il faut toujours. Tu sais, l'autre groupe de restauration qui est puissant, par exemple, c'est le groupe Bertrand aujourd'hui, sa vache à lait, c'est Burger King. Il faut des vaches à lait pour pouvoir. En fait, tout à l'heure, tu me parlais d'Altrad. C'est pareil, comment ça marche la croissance externe? Tu dois avoir une superbe entreprise qui dégage un profit énorme et tu vas avec les bilans à la banque et tu achètes tout après. Tu rachètes d'autres boîtes. Tu rachètes tout. Quick aurait pu me permettre de racheter tout l'environnement de la restauration rapide en France dans la thématique halal. Parce que ça, c'est ce que tu voulais faire, toi. Parce que ça crache du bénéfice et c'est ce que je voulais faire. Okay. Tu dois être aujourd'hui à 70 millions d'EBITDA, de bénéfices avec Quick, et après tu rachètes tout. Et comment ça marche la croissance externe? Tu t'en fiches que les autres boîtes que tu rachètes perdent un peu d'argent. Oui, parce que tu en as une qui... Voilà. Ton objectif, c'est de consolider le chiffre d'affaires, qu'on appelle le volume sous enseigne. Et ensuite, en bas, même s'il te reste un peu moins de bénéfices, de toute façon, soit tu maintiens la création d'emplois en rachetant les boîtes, soit ça part à l'État en impôts. Donc, voilà. Ok. Ton historique avec le fisc, enfin tout ça, ça ne t'a pas empêché de quand même vouloir revenir pour ce projet? Ça t'a pas... Moi, je suis quelqu'un de très juste, j'aime bien la justice, je suis logique et je suis acharné. Donc, si tu veux, ça m'a pas empêché. Je te mens pas, moi, j'ai une revanche envers ces gens-là. Comme je te dis, ça m'a jamais dérangé de payer des impôts, c'est normal. Mais qu'on vienne pas chercher, qu'on vienne pas me voler, quoi. Le vol, j'accepte pas. Après, payer des impôts, je m'en fous. Moi, tu sais, même j'aurais développé un groupe en France qui fait 1 milliard, je vais pas les enterrer avec moi. À la fin, tu les donnes à l'État. Hein. Tu vas pas donner à tes enfants 1 milliard. On n'est pas. Tu sais, il y a des gens qui ont l'argent dans le cœur, il y en a l'autre dans la poche. C'est différent. Moi, je fais pas partie. Je suis pas né riche, donc on n'a pas cette culture, tu vois, de la richesse où il faut garder. Allez, on a 20 milliards. Pourquoi faire?
C'est un jeu, tu sais, la vie, moi j'ai toujours dit Un Monopoly, quoi. la vie est une blague à laquelle il faut savoir sourire. C'est tout. L'héritier d'Hermès, il a bien voulu tout donner à son jardinier, là. Ouais. Tu vas pas les enterrer avec toi. 1 milliard, 20 milliards. Ce qui est beau, c'est le projet. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, le Ce que tu projet. as pu créer avec Ce tout que tu ça. as pu créer. À la fin, tu donnes soit aux gens qui ont besoin, soit à l'État qui va distribuer à ceux qui ont besoin. Tu n'enterres rien. Et tu as eu du coup une autre expérience d'envie de racheter quelque chose. Il y avait le projet Courte paille. Courte paille. Pareil, donc là, après, je me dis, attends, bon, Quick, ça Ça, s'est c'est pas après fait. Quick, hein. Ouais, c'est un an après. J'avais toujours mon équipe M&A française, donc on se discute, tiens, essaye de voir d'autres cibles, qu'est-ce qu'on peut racheter, etc. Il me dit, attends, Hakim, il y a Courte paille, donc je me penche dessus, je fais un travail exceptionnel avec Michel et Loïc et tout. On voulait rendre Courte paille l'entrecôte. Ouais. D'accord, donc on fait un deal hyper sympa, tu sais, avec la sauce escargot. Je me dis, écoute, il y a 2000 emplois, pourquoi ces gens-là vont aller au chômage? En plus, Courte paille, c'est dur à vendre à l'unité parce que comme tous les bâtiments se ressemblent, il faut quelque chose d'homogène, si tu veux, tu vas pas, voilà. Et donc, je viens, on fait une super bonne proposition qui allait passer, hein, elle allait passer. Et là, la juge, elle me dit, Monsieur Benotman, vous êtes en interdiction de gérer, faillite personnelle. Pourquoi? Parce que, si tu veux, quand j'avais vendu mon groupe, il y avait 92 sociétés, en 2014, et il y avait des sociétés qui vendaient de la viande qui sont trouvées défaillantes 6-7 ans après. Mais moi, je n'ai pas défendu. Je ne me suis pas défendu parce qu'ils m'envoyaient le courrier au Luxembourg et j'y étais pas. Donc, je ne me suis pas défendu. Donc, OK. Donc, heureusement qu'elle me l'a dit parce que j'ai fait appel à la décision. J'aurais pu même faire une suspension de la décision. En 3 semaines, tu sors de cette situation. Mais j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai trop d'activités à l'international, j'ai pas eu le temps. Mais ça m'a fait louper Courte paille. Mais ça veut dire que au final, même si ton offre chez Quick allait passer, ça t'allais avoir le même problème avec ce truc-là. Non, parce que tu rachètes après, tu mets un président. Quick, ou tu laisses même, j'aurais même laissé le président actuel, tu es actionnaire après. Mais Courte paille, pourquoi tu t'as pas Parce que mis Courte paille, c'est l'offre qui a été déposée, elle a été déposée à mon nom, où j'étais moi président. Mais parce que je ne savais pas que j'avais ce sujet. Mais Si Quick j'avais aussi, tu savais pas. Non, mais Quick, j'avais pas. À l'époque T'allais de pas Quick, j'avais te pas mettre en encore. président. Ouais, non, mais Quick, j'avais pas encore ce sujet. C'était tombé en janvier 2023. Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc du coup, Donc je l'ai su le jour du tribunal où je Que tu me pointe étais, à Nanterre. Elle me dit, mais vous avez eu un jugement il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, vous avez un mois pour faire appel. Elle me dit, ouais, monsieur Benotman, votre projet il tient la route et tout, il est magnifique, mais je peux pas vous donner Courte paille alors que vous êtes en interdiction de gérer. Mais attends, quand on veut acheter ce genre de projet, c'est-à-dire on s'identifie quelque part, on montre son intérêt plusieurs mois avant. Oui, mais avant, j'étais pas en interdiction de gérer. C'est tombé, Justement, c'est tombé mais 15 est-ce jours que... Parce que tu me dis, c'est sorti 15 jours avant, comme par hasard. Enfin, J'ai je pas pense eu de chance. qu'il y a pas... T'es sûr que c'est que de la chance? 15 jours avant, comme par hasard, Non, ils peuvent pas te sortent magouiller un truc comme là-dessus. ça? Non? Non, ils peuvent Non. pas. Le Ok. tribunal, non, je pense pas. C'était un mauvais timing, ouais. Bon, C'est un mauvais après, timing. bon, à la limite, si quelque chose se fait pas, tant pis, c'est pas grave. On passe à Oui, autre chose. c'est la vie, tu sais, on avance d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, moi je le dis toujours. C'est la vie, mais ce qui m'embêtait, c'est que j'avais travaillé pendant peut-être 6 mois sur un super projet pour Courte paille. Et ça m'embête de voir en France autant d'entreprises partir en faillite, alors qu'elles sont hyper faciles à remettre en état. Tu sais, une fois, il y a un banquier qui m'a dit un truc, hein, sans prétention, il me dit, Hakim, 100 millions d'euros, je les obtiens demain. Mais 100 mecs qui connaissent le business de la restauration comme toi, j'en ai pas. En fait, tu comprends, c'est un manque d'hommes. Donc, tu as plein de boîtes, tu vas au D'hommes et tribunal de savoir, Nanterre. finalement. Voilà, il n'y a pas de C'est la savoir. valeur, c'est ça. Là, il y a plein de boîtes en liquidation en France qui arrivent dans le marché de la restauration ou d'autres. Ils mettent 2, 3, 4 000 personnes au chômage parce qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de repreneurs. Pour reprendre ce type de boîte, il faut avoir déjà géré des centaines de millions de chiffres d'affaires. Il faut savoir ce que c'est, il faut être passé par des vraies expériences. Pour avoir une polyvalence de connaissances dans le juridique, les baux commerciaux, les achats, enfin il y a plein de choses. Tu ne peux pas apprendre ça si tu n'as jamais fait ça, tu vois. C'est clair. Et ça manque d'hommes là-dedans. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de repreneurs. Tu as plein de boîtes qui partent en faillite parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Tu veux pas? Toi, tu veux plus? Non, aujourd'hui, clairement, je te dis franchement, le marché français m'intéresse beaucoup moins parce que j'ai développé énormément à l'étranger. Ça va beaucoup plus vite. On ne va pas se cacher. C'est beaucoup plus simple, pour moi en tout cas. Et il faut vraiment
aller gérer une boîte aujourd'hui qui fait 50 millions, ça ne me fait pas kiffer. Si demain, il y a une opportunité, une entreprise qui fait 500 millions dans mon domaine de compétences en France, oui, ça va me faire vibrer, tu vois, parce que tu vas l'augmenter de 500 millions à 1 milliard vite fait. Oui. Mais repartir avec une boîte qui fait quoi, 70, 80 millions. Je l'ai fait, j'avais 22 ans, ça. C'est beaucoup de cassement de tête pour pas grand-chose. Je l'ai fait, j'avais 22 ans. C'est comme si tu as 27 ans, tu fais 120 millions de chiffres et on te propose à 40 ans de faire 20 millions, ça ne t'intéresse plus. Aujourd'hui, sur quoi tu t'es... parce que bon, un entrepreneur un jour, un entrepreneur toujours. Bon, tu as tes investissements dans l'immobilier. Parce que, enfin, juste une petite parenthèse, on oublie, ou certains ne le savent peut-être pas encore, mais le monde de la restauration, et surtout à ce high level-là, on n'est plus dans la restauration en réalité. Non, c'est la finance. On est dans le foncier, c'est-à-dire c'est l'immobilier de la c'est finance. l'immobilier, c'est de la finance. Moi aujourd'hui, Tu vends pas ton objectif, c'est pas de vendre du steak ou autre chose. Enfin, c'est pas ton. Aujourd'hui, je suis en train de régler mon problème personnel en France, mais que j'aurais pu régler avant. C'est juste que je voulais pas parce que j'ai réglé que être sorti de cette faillite personnelle, enfin de cette interdiction de gérer. Il y a un an ou aujourd'hui, ça change rien pour moi parce que je n'avais pas entrepris de nouveau business de toute façon. Si tu veux, aujourd'hui, je continue à viser plein pot l'immobilier parce que c'est la valeur sûre. Pour moi, les maisons et les murs commerciaux, c'est du sûr. Le digital, pour moi, c'est l'avenir. L'abonnement, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, on va aller vendre de l'expérience, notre expérience. On va aller donner des conseils, on va faire autre chose. Aujourd'hui, le business physique ne m'intéresse plus. Je ne crois plus du tout au business physique. C'est-à-dire avoir des restos, gérer des supérettes, enfin gérer de l'humain, moi, j'y crois plus. Parce que je pense que la nouvelle génération va être de plus en plus digitalisée. Et aujourd'hui, il y a des moyens beaucoup plus simples de gagner des millions à travers le monde que se prendre la tête avec des restaurants. Tu vois, il y a plein de solutions. Donc aujourd'hui, tu te penches sur quoi du coup? On a monté notre propre fonds d'investissement, d'accord, basé entre Luxembourg et Dubaï. Ce fonds d'investissement, je me suis associé à un gros fonds qui ont des parts dans le mien, d'accord, ils détiennent 10% de mon fonds. Va investir dans l'immobilier, ça peut être en Afrique, ça peut être en Asie, ça peut être en Europe. Va investir dans des startups, va investir dans l'écologie, va investir dans les business où il y a de l'abonnement, des business intermédiaires. Pour moi, l'avenir, c'est les business intermédiaires. Ce que j'appelle business intermédiaire, c'est Airbnb, c'est Booking, c'est Uber Eats, c'est intermédiaire. C'est on met en relation un resto et un client. On met en relation un hôtel et un client. C'est ces business-là qui sont pour moi les business d'avenir. Les business intermédiaires, la tech et l'intelligence artificielle. J'ai plein d'amis, moi, qui ont vendu des boîtes 50, 60 millions, qu'ils ont créé un an après dans la tech. Enfin, qu'ils ont créé un an avant dans la tech. Donc, ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est le digital. Ça va plus vite que de monter une chaîne de resto. Largement. Aujourd'hui, en 2024, à monter une chaîne de restaurant, il faut être passionné. C'est un métier de passion. Mais sinon, tu as des business. Tu sais, moi, j'ai un ami financier, quand j'ai failli reprendre Quick, qui est très intelligent, qui me disait, Kim, l'euro gagné dans la restauration, c'est le plus difficile. Et il a totalement raison. Pour aller monter ce genre de projet ou pour aller monter une boîte, une start-up, peu importe, de quelqu'un qui commence un peu comme toi, qui a commencé à partir de rien, quelles sont les étapes que tu, on va dire que tu lui conseillerais de suivre pour monter son premier projet, pour montrer sa première boîte, pour la financer, pour avoir des super banquiers qui les suivent malgré les difficultés. Alors, il y a des entrepreneurs qui le font très bien, mais ça dépend de la passion de chacun. Moi, je vais donner un exemple. Le business de base, je suis mauvais. C'est-à-dire, moi, remplir une feuille d'imposition, je ne sais pas faire. Par contre, des bilans consolidés internationaux, je sais faire. C'est très bizarre. C'est fou. Les trucs très simples, je ne connais pas parce que je n'ai pas eu le temps d'apprendre les choses simples, mais les choses très compliquées, je sais faire. Alors, je vais te dire, ça dépend de ce qu'il fait. Est-ce que moi, aujourd'hui, j'incite les jeunes, ça dépend de la passion. Tu sais, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi la passion. Tu as des personnes, ils vont vouloir ouvrir leur resto. Parce que sa passion, c'est d'avoir son fast-food et de gagner à la fin du mois 5, 6, 10 000 euros. Il est content. Il y en a d'autres, ils vont vouloir vendre du digital en ligne. Il y a tout. Tu vois, tu es dans une génération, il y en a d'autres, ils vont miser dans les crypto-monnaies.
parce que pour eux, l'avenir, c'est ça. D'autres dans les NFT, d'autres... Ça dépend de la passion de chacun. Moi, les expertises que j'ai, c'est l'immobilier, c'est le digital et la restauration. Il y en a d'autres qui vont se mettre dans l'immobilier. L'immobilier, pour moi, c'est très bien. Tu vois, marchand de biens, quand tu connais bien le business de l'IMO, c'est très bien. Tu peux démarrer avec un peu de fonds et aller vite. Je donne un exemple. Un resto, il va faire en moyenne 150 000 de bénéfices par an. Un snack qui fait 800 000, 1 million. Ok. Ok, 15%. Pour économiser 300 000 400 000, il te faut 3 ans. Et encore, tu vas payer les impôts et tout, mais il te faut 3 4 ans. Et tu vas gérer du personnel. Donc, il faut aimer gérer du personnel. Tu as d'autres personnes, ils vont acheter un terrain 200 000, ils vont construire une maison à 200, ça fait 400, ils vont revendre le terrain et la maison 700, ils vont reprendre le même bénéfice, ils n'ont rien fait. Oui. Bon, ils ont construit, mais C'est pas eux qui ont construit. Ils ont mis des sociétés pour construire. C'est juste que c'est un autre métier. Tu es devant l'ordi, tu trouves le bon plan terrain, le bon terrain au bon endroit, tu construis, tu revends. C'est ta résidence en plus principale, tu n'as pas de plus-value. C'est tout bête. Il y a plein de gens qui le font. Mais donc, si tu veux, c'est deux métiers différents. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, tu as juste à faire des plans d'une maison, la décorer et la vendre. Et là, tu vas gérer du personnel pendant X années, etc. donc l'entrepreneur suivant ce qu'il a envie d'entreprendre finalement. Alors, mais est-ce qu'on peut appeler entrepreneur celui qui achète un terrain, qui construit une baraque et C'est un qui entrepreneur. revend? Entrepreneur, Je veux c'est dire investir. dans le sens où créer un projet, une société, embaucher des gens, créer de la richesse, c'est pour moi, hein, ça a beaucoup plus de sens aussi. Tu vois. Bon, on peut faire de l'argent, bien sûr, en construisant un immeuble, en vendant, c'est aussi de l'entrepreneuriat, mais je veux dire, le fait derrière, de vraiment, un peu ce que tu as fait, créer vraiment une boîte à partir de rien, une image, gérer le marketing, gérer la com, gérer un peu toutes ces difficultés par lesquelles tu es passé, c'est quand même, C'est beaucoup de travail. Hein. c'est beaucoup de C'est travail, beaucoup de oui. travail. C'est à toi de savoir est-ce que tu cherches l'argent facile ou l'argent difficile. C'est beaucoup de travail, de un. De deux, gérer l'humain, c'est ce qui puise le plus dans ton énergie. Gérer l'humain, c'était 80% de notre travail. Il faut le savoir. Hein. Développer une entreprise, c'est facile. C'est l'humain le plus difficile. Hein. Donc, il faut vraiment avoir des bonnes chevilles ouvrières et s'appuyer sur des bonnes personnes. Très important. Pour gérer un groupe comme le tien, parce que tu me parlais aussi d'Altrad, c'est vrai que quand j'ai discuté avec lui, et quand j'ai été dans son siège à Montpellier, c'est vrai qu'il devait y avoir allez, 30-40 personnes max autour de lui. Mais Et ça s'apprend, attention. Ça s'apprend avec le il temps. gère pourtant un groupe qui est de 5 milliards et demi, je pense maintenant 6 milliards avec ce qu'il a racheté dernièrement, mais Alors, moi, je gère aujourd'hui 650 millions. On est 16. 16 personnes. Pourquoi? Parce qu'on est sorti des opérations. Il a compris avec le temps, mais ça, c'est un apprentissage de 20 ans. Il ne l'a pas fait tout de suite. Qu'il faut sortir des opérations. On n'opère pas. Tu vois, par exemple, l'hôtel HB Hotel que j'ai en Albanie, En Albanie, ouais. je ne l'opère pas. Moi, j'ai construit l'hôtel. La valeur foncière prend de la valeur. Je le loue à une société qui l'exploite. En fait, il ne faut plus être dans les exploitations. Quand tu n'es plus dans l'exploitation, tu n'es que dans la détention. Tu viens chercher le profit du business sans te prendre la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. McDo, ils sont de moins en moins dans l'exploitation. Ils essayent de passer tout en franchise. Ils ont les murs, ils les louent, donc ils prennent les loyers, c'est facile à faire. Des factures de loyer, aujourd'hui, tu l'automatises. Okay. Ensuite, ils ont une centrale d'achat qui livre tous les McDo. Facile. Ça, c'est facile. C'est des métiers faciles. Hein. Et encore, ils sous-traitent. Hein. Ensuite, tu as la franchise. Tu fais une facture. Et ensuite, tu peux sous-traiter le marketing si tu veux une boîte de marketing. Et tu peux même sous-traiter l'animation et le développement de réseau. Donc, en fait, compte, il faut sortir de l'exploitation. Il faut plus prendre la tête à aller exploiter des McDo. Parce que c'est là les problèmes. Tu as du monde qui bosse, etc., etc. Il y a un groupe suisse qui s'appelle RBI, qui est le groupe qui est propriétaire du ketchup Heinz et de Burger King et tout. Ils exploitent rien. Par exemple, pour la France, ils ont donné la master à Olivier Bertrand, qui lui exploite. Et eux, ils ont la brand. Tu as la marque, tu prends l'argent à rien faire. Et en fait, tu vas te retrouver avec des groupes comme RBI qui font 25, 26 milliards de valeur. Ils sont très peu. Mais c'est vrai que c'est difficile en fait de se dire je ne vais pas exploiter.
Parce que on a envie de garder le contrôle sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, à quel moment tu te dis, par exemple, toi, ok, j'ai mon hôtel en Albanie, est-ce que réellement les 100 000 ou 200 000 déclarés ce mois-ci, est-ce que réellement c'était ça? Non, Parce mais qu'il y a un proverbe, alors Ouais. t'es algérien comme moi, donc il y a un proverbe chez moi en Kabylie qui dit un fermier qui a assisté à son donc aux naissances de sa brebis, il en a eu deux. Ok, donc il a eu deux petits. Celui qui n'a pas assisté à ça, bah, il en a eu un. Et encore, celui qui est resté, il est mort 2 mois plus tard. Pour Oui, dire en gros ce manque de confiance aussi, de se dire ok, j'ai pas géré, donc j'étais pas là, donc forcément. mais il a raison. L'humain, ils sont pas tous honnêtes. Bien sûr qu'ils vont te voler. Mais à partir du moment, il faut un certain recul, une certaine expérience. Tu vas savoir ton hôtel, c'est quoi ses capacités. Il y a 112 chambres, 113 chambres. Il va être rempli combien de temps par an. Donc tu sais combien ton exploitant va gagner. En fonction de ce qu'il va gagner, tu vas ajuster un loyer. C'est tout. Lui, après, il gagne énormément ou peu d'argent, c'est pas notre problème. Ça évite qu'il te vole. Parce que Toi, si, c'est le loyer que tu fixes c'est dès le le départ, loyer. après qu'il fasse plus ou moins, c'est plus ton problème. Voilà. Qui Un gère loyer. moins bien ou pas. Voilà. Moi, c'est une rente locative qui m'intéresse. Ok. Ouais, donc tu n'es pas en gros associé avec lui dans Non, l'exploitation, tout non, ça, ça, je rentre c'est pas ça que ça d'exploitation. t'intéresse. Par contre, j'ajuste mon loyer en fonction de ce qu'il va faire en chiffre d'affaires. Surtout un hôtel, c'est facile à gérer. Tu as juste ton loyer. Tu as une partie fixe, une partie variable dans le loyer. Mhm. Et c'est variable en fonction de ses réservations. Aujourd'hui, tu les vois, les réservations. Ils ont des plannings de réservation sur lesquels tu as accès, tu vois. Et à chaque fois, tu prends des gens du pays en question Oui. pour Ouais, exploiter. ouais, ouais. C'est plus simple, Toujours, c'est- toujours. Sauf aux États-Unis, c'est une Française qui s'appelle Magali qui me gère mes affaires en Floride, mais que je connais depuis longtemps. Il D'accord. faut des gens de confiance, tu sais, je vais te dire. Tout le monde veut devenir riche, mais personne s'en donne les moyens, d'accord? Et personne n'est prêt à sacrifier un petit laps de temps pour le devenir. Le mindset des gens, il est comme ça. Faut pas. Moi, tu sais, j'ai vécu une expérience dans ma vie quand j'ai acheté mon premier bateau. J'ai des amis à moi qui étaient là. Tout le temps, quand on allait à Saint-Tropez, ils passent devant des bateaux, ils me disent ah, c'est magnifique, il faut être riche pour acheter ça. À un moment, je l'ai acheté, ils venaient, ils m'ont dit non, mais Hakim, je peux pas monter là-dedans, c'est trop gros, viens, on prend juste un petit bateau. Et ce jour-là, j'ai compris que devenir riche pour 99% de la population, c'est qu'un rêve et ça restera qu'un rêve. Hmm. Mais c'est quelque chose qu'ils assumeront pas. Mais ça, tu le comprends quand Je tu l'as comprends un vécu. peu après. Et justement, donc toi, les 16 personnes qui sont avec toi, c'est qu'est-ce que tu prends avec toi comme C'est des. T'as DAF, alors directrice financier? financière. Tu as quelqu'un en M&A qui recherche les opportunités d'acquisition à travers le monde. Tu as quelqu'un au marketing général du groupe. Tu as un peu ces profils comme ça, très polyvalents, tu vois, qui sont basés à Genève. Une partie à Genève, une partie à Dubaï. Et donc, on est sur des pistes d'acquisition, etc. Mais parce que tu n'as pas besoin de plus. Regarde, nous, on est aujourd'hui dans l'investissement. Hmm. Quand tu me parles d'un groupe comme Altrad ou autre, c'est plus de l'entrepreneuriat, c'est de l'investissement. Oui. Donc quand tu viens, tu achètes une boîte, 100 millions. Tu mets un apport de 20, la banque te finance 80 par exemple. C'est pareil qu'une petite boîte. Hein. Mhm. Mais t'as pas les salariés qui sont dedans, qui sont payés par l'entreprise, bah, ils continuent à avoir leur staff dans l'entreprise qui leur fait les fiches de paye, qui fait la compta. Toi, ça ne change rien à ta vie. Toi, tu es la super holding là-haut et tu as juste accumulé du chiffre d'affaires dans ton groupe. Tu intègres le chiffre d'affaires de cette acquisition que tu viens de faire, c'est tout. Tu as racheté une nouvelle usine, elle fait 100 millions de chiffres. Si tu fais 5 milliards, tu passes à 5 milliards 100 millions. Mais toi, ça ne change rien, puisqu'elle est autogérée. Tu vas juste venir avec ton équipe de spécialistes qui sont dans ton siège et aller chercher les centimes. Oui, les optimisations Voilà, pour c'est tout. justement faire en sorte que ça devienne C'est tout. rentable, quoi. C'est tout. Pour quels sont nos foyers de perte? Pourquoi on perd de l'argent? Est-ce qu'on peut acheter moins cher? Est-ce qu'on peut revendre plus cher, etc. Mais je me suis toujours posé la question du pourquoi ceux qui exploitaient déjà avant, enfin qui étaient à la tête de ce genre de grand groupe, pourquoi ils n'ont pas fait ces études-là pour optimiser Parce qu'ils et... sont mauvais, t'as plein de mauvais. Moi, j'ai vu des types qui sortent d'HEC, des mecs qui ont géré des grosses boîtes, des boîtes qu'on a repris. Tu sais, nous, on est actionnaires de grosses boîtes, même en France. Après, je ne dis pas lesquelles, parce que je préfère, via des montages très complexes d'holding,
détenir ses parts sans me mettre en avant parce que je veux pas les mêmes ennuis que j'ai eus. Mais on a vu des CIO qui sont mauvais. Bah, souvent, tu as des familles d'actionnaires qui sont âgés, qui mettent un CIO. Un CIO, c'est un salarié. Il est un peu intéressé, mais il s'en fout. Il prend 20 000 de salaire par mois. Lui, il est content. Il s'en fout que la boîte est cool ou pas. C'est un salarié. Un directeur d'une entreprise, ça reste un salarié. Quand le fondateur n'est plus là. Sinon, Starbucks n'aurait pas rappelé le DG, là, DG fondateur, l'aurait pas rappelé à 2 ou 3 reprises. Oui. Il voulait prendre sa retraite, il est parti, Starbucks a chuté, ils l'ont rappelé. Il y a très peu d'hommes qui savent gérer. Parce qu'il a un savoir que les autres n'ont pas. Le savoir-faire ne s'achète pas. Oui, d'accord. Mais c'est dommage que, du coup, sur la partie holding, parce que moi je voulais t'en parler, parce qu'il y a quand même une connaissance incroyable sur ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé vraiment dans notre émission. Et toi, justement, connaître la holding, c'est un peu. Tu as dû l'apprendre parce que justement, avec ce que tu as vécu, tu as dû faire face à ça et tout ça. Est-ce que on peut un peu l'évoquer pour comprendre le meilleur, on va dire, la structure d'une holding, de comment la réaliser, ou on peut l'évoquer? Les gens intelligents ont des montages très complexes. S'ils ont des montages très complexes, il y a des raisons. Tu vois, je sais pas, tu tapes sur Internet, si on parle de Altis, tu connais le groupe Altis, Drahi, organigramme Drahi. Tu le tapes sur Google. Ouais. Tu verras que ce n'est pas une holding française qui détient des business ou des SCI comme ton banquier va te dire de le faire ou comme ton avocat va te dire de le faire. Hein. C'est très complexe. Et c'est complexe parce qu'il y a des raisons. Oui. Il y a de l'optimisation, il y a de la sécurisation de patrimoine, il y a plein de choses. Oui, l'objectif, c'est qu'on va dire qu'on remonte pas forcément quand il y a ce genre de soucis pour que tu puisses sécuriser un maximum. Une holding tes simple, actifs. ils vont venir, tu as en bas tes sociétés, tes SCI, ta société elle peut couler, tu peux avoir des redressements. Moi, je parle de ma vie à moi, j'ai dû perdre au passage 30-40 millions, mais j'en ai gagné d'un autre côté aussi. C'est ça, c'est le business, c'est comme ça. Mais ça m'a appris. Donc aujourd'hui, les conseils que je vais donner, c'est des conseils beaucoup plus subtils que ce qu'on apprend à l'école. C'est des conseils de la réalité, de la vie. D'accord ? Tu prends quelqu'un comme Sadri, là, dont tu me parlais de l'ASFAM avant. Oui. Mais tu vois bien que c'est marqué dans les journaux, ils veulent lui prendre 20 millions de son patrimoine personnel. Alors, qu'il a fauté ou pas, des mauvais abonnements ou pas, ça ne nous regarde pas. Mais on ne sait pas. On n'a pas le dossier judiciaire devant nous. Mais comme sa société doit à l'URSSAF 5, 6, 7 millions, ils vont aller prendre dans le patrimoine personnel 20 millions. Or, normalement, une SARL ou une société, elle est censée te sécuriser, te protéger. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on montre que ça ne protège rien du tout. Donc, de quel droit on va aller te bloquer ton patrimoine personnel, tu vois ? Donc, en fait, compte, le système, c'est quoi ? Tu vas travailler X années avec ta boîte, tu vas accumuler du patrimoine personnel pour qu'à la fin, quand ta boîte elle se retrouve avec des problèmes ou défaillante pour X problèmes, on vienne te chercher ton patrimoine personnel. Donc, il faut bien faire attention. C'est pour ça que tu as des entrepreneurs français issus de l'immigration qui investissent rien en France. J'en connais plein, moi. Ils vont dire non, moi j'achète tout au Maroc, j'achète rien en France. Ouais. Tu vas le voir. Moi j'ai des potes qui font 50 millions de chiffres, ils vivent en HLM en France. Tout le bénéfice, il va à l'étranger. Parce qu'il se dit attention, c'est pas sécure. Mais c'est triste d'en arriver là. Oui, c'est triste. Parce que en plus, toi, tu veux bien reverser finalement, faire en sorte quelque part de reparticiper un peu à la machine de la redistribution des richesses et tout ça. Ça ne te dérange pas finalement de payer de l'impôt? J'ai toujours dit 75% d'impôts, je suis pour. Tu vois, donc j'ai un côté très gauche, très socialiste. Je suis pour. Mais à partir du moment où on a vraiment beaucoup d'argent, on peut se permettre de redistribuer. Mais même quand on n'en a pas beaucoup, je vais te dire, il faut donner. Mais par contre, qu'on vienne chercher les 25% restants de façon injuste, là je suis contre. Tout simplement. Mais donner, je suis pour parce que l'entrepreneuriat, c'est un don, ça ne s'apprend pas. C'est comme si tu me dis je veux la jambe à Mbappé. Pas possible. Il a un don, il joue mieux que les autres. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a des gens, si tu es croyant, où Dieu leur a donné facilité à créer de la richesse. D'accord ? Quelqu'un qui sait faire du business, demain tu lui redonnes 0, tu vas aller le voir 6 mois après, il aura 1 million sur le compte. Parce qu'il a facilité à faire du business, parce que c'est un don. Et la richesse, c'est sa capacité, ses compétences, c'est pas ce qu'il a sur le compte. Et donc, si tu veux, ces gens-là, c'est normal qu'ils redistribuent à d'autres gens
qui n'ont pas capacité, mais qui participent quand même à l'économie du pays parce qu'ils travaillent chez ces gens-là, parce que c'est des salariés qui font bien leur boulot, parce que c'est des fonctionnaires qui font bien leur boulot, et il faut de tout pour faire un monde, tu vois. Donc c'est normal. Pourtant il y a des grandes richesses en France, notamment comme Altrad ou d'autres qui sont encore beaucoup plus fortunés qu'on connaît, comme Bernard Arnault, etc., mais qui gardent quand même leurs impôts en France, ou Xavier Niel d'ailleurs aussi. Qui payent finalement, qui ça ne dérange pas de payer des fortunes. Mais à ce niveau-là, ils ne payent pas beaucoup d'impôts. Je pense qu'il y a pas en vrai de vrai, il n'y a pas d'impôts quand tu connais les lois. Mais pour connaître les lois, il faut être entouré. Pour être entouré, il faut de l'argent et du réseau. Il n'y a pas beaucoup d'impôts. Tu as juste à reprendre une entreprise qui a accumulé de la perte pendant X années. Tu fais une intégration fiscale avec des entreprises qui font du bénéfice. Et l'un pour l'autre, tu n'auras pas d'impôts pendant X années et sur des millions d'euros. Il y a plein de trucs. C'est beaucoup d'optimisation comme ça. Bien sûr, il y a plein de trucs. Après, ça remonte à ta holding. Ta holding, elle va investir dans ton bateau, ton yacht, tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'impôts. Mais il ne faut pas qu'ils viennent t'embêter. On ne sait pas qui ils embêtent pas. Là, tu me parles quand même de Xavier Niel, qui est marié à la fille de Bernard Arnault. Je ne me fais pas de soucis pour ces gens-là. Tu vois, quand tu me dis la France, c'est eux la France. Tu vois. Mais si toi, demain, tu as une holding avec en dessous une filiale avec ton yacht de 40 mètres, avec ton jet, je ne sais pas s'ils ne vont pas venir t'embêter. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit. Tu vois. Donc, mais en France ou ailleurs, dans tous les pays, c'est pareil. C'est clair. Bon, écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Est-ce que, Hakim, il y a un sujet que tu aimerais bien qu'on développe rapidement avant de finir Non, mais très instructif. Voilà, on a parlé de difficultés, on a parlé de réalité. Moi, je pousse les gens à entreprendre, que ce soit en France ou ailleurs. La France, pour moi, ça reste le plus beau pays du monde pour venir en vacances, même pour entreprendre. Chacun a sa chance. Moi, j'ai des amis en France qui ont triché pourtant et qui n'ont jamais eu de problème. J'ai des amis qui ont été justes et qui ont eu des problèmes. C'est le destin de chacun. Il est facile d'entreprendre en France comme il est facile d'entreprendre à Dubaï, comme il est facile d'entreprendre partout. Ça dépend dans quel domaine d'activité on bosse. Tu vois ce que je veux dire ? Les États-Unis, c'est très facile, mais il faut s'adapter au climat américain. Ça dépend. Tout dépend dans le domaine d'activité dans lequel tu es. Il reste plein de choses à faire. Parce que le business, en permanence, ça fait et se défait. C'est clair. Il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Parfait. Merci beaucoup, Hakim, pour cet échange riche et constructif. Du coup, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec une autre personnalité. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce format-là. Et je vous dis à très vite.